Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite, spécialement ce mardi 14 juin 2022. On va faire un spécial pour la série finale de la Coupe Stanley qui commence demain soir. On va vous parler aussi du Rocket qui a joué hier un match décisif qui perdait 3-2 dans la série contre Rochester. Une belle victoire du Rocket, 5-1. Pas un match facile, mais on a un gardien, un numéro 31 à Laval qui fait un carry price de lui-même. On ne va pas se le cacher. Hier, il était un mur devant son filet d'un calme olympien, comme dirait-on de Carey Price. On va parler bien sûr des deux finales de conférence qui sont terminées la semaine passée avec une victoire de Tampa Bay et de Colorado, bien sûr. On va revenir sur la série aussi des Oilers, parce qu'on en avait parlé, rappelez-vous, il y a 2 semaines, moi puis JD. J'avais dit, on calculera à la fin de la série, voir le nombre de punitions, voir si son argument tenait la route à l'effet que Gary Bettman ne voulait pas avoir d'équipe au Canada. Mais tabarnak, comment c'est ça de même? Comment il va, JD? En forme? Oui, ça va bien. Il mouille ici de sa d'allure, par exemple. Il y a des dangers d'inondation ici au BC présentement. On sait que l'année passée, on a eu pas mal d'inondations, surtout dans le bout de Vancouver. Là. Mais même ici, là, ils disent qu'il y a des dames, des petites dames là, pour les ruisseaux et les rivières là, qui peuvent déborder. Fait que ça fait 2 jours de suite là, qu'il mouille pas mal. Puis les montagnes sont hautes ici au BC, puis ça fond dans ce temps-là. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Pops qui dit salut le duo Est-Ouest. Ouais, en effet, moi et JD, c'est vraiment l'Est et l'Ouest. On ne peut pas être plus à l'opposé que ça. On est loin. Tu vois, 6000 km à peu près, ça doit être à peu près ça. C'était à 6000 du Québec. De toi, peut-être. Je suis au-dessus de 5000 km de Sherbrooke, ma ville natale. Donc, t'es à 6000 de toi, là, ça doit être 5500. Ouais. Ouais, à peu près. Fait que on est quand même loin, mais on est proche de cœur, c'est ça l'important. On va revenir sur. On va commencer tout de suite avec. Je veux parler du Rocket de Laval parce que j'ai écouté tous les matchs du Rocket de Laval. Contre Rochester, le Rocket aurait mérité de gagner les 2 premiers matchs à Rochester. On est sorti de là avec une victoire, une défaite. Le Rocket qui menait 2-1 ou 1-0 à la fin du premier match. Ils se sont fait scorer dans la dernière minute, puis ils ont perdu en prolongation. Le deuxième match, le Rocket est revenu et était sorti la victoire. Ensuite, il y a eu le match spectaculaire au centre. Au Centre Bell? Non, pas au Centre Bell. Au centre. La Place Bell. Place Bell, merci. Bell, ouais. À la Place Bell, un match spectaculaire de 40... Demande au gars de l'Ouest. Un match spectaculaire, 47-42, je crois, les lancers au but. Kevin Primo avait été incroyable. Une belle victoire du Rocket. Pour le lendemain, aller perdre le match numéro 5. Mais le Rocket est revenu très fort dans le match de lundi. Hier, Rochester a sorti énormément fort, mais tu avais un gardien dans son filet que je regardais garder les buts, puis je me disais, il est d'un calme. Il aidait tellement ses défenseurs. Là. Tu voyais les joueurs un peu paniqués, tous les tirs venaient au but, contrôle de rondelle, contrôle de retour. Pas de déplacement pour rien devant son net. Là, le Rocket a profité d'une erreur du gardien de Rochester. Là. J'ai comme pas son nom en tête. Là. Je l'ai ici. Il est pas loin. Voyons, les gardiens, Yannick. Joel Hofer, lui qui a gagné avec le Team Canada. Joel Hofer qui a fait une erreur derrière le filet. L'autre intercepte le dégagement. Danick Martel qui marque un autre but. Danick Martel, en passant, qui connaît des séries absolument incroyables. Lui qui a marqué 17 buts en 70 matchs cette saison. En a déjà 9 en série en 14 rencontres. C'est vraiment là, des statistiques. 15 points en 14 matchs. Une saison de 36 points, si ma mémoire est bonne, 38 points. Donc, Danick Martel qui connaît vraiment des excellentes séries. Mauvaise nouvelle pour le Rocket hier. Elionen s'est blessé. On ne croit pas qu'il va être là du match 7 qui est demain soir contre Rochester. Match 7, une finale de conférence, ça va être vraiment tout un duel. J'ai hâte de voir. Sami Nikou connaît d'excellentes séries. Un qui connaît de moins bonnes séries dans celle-là. J'ai eu un débat avec Marc-André hier sur le chat quand on a discuté. Lui, il disait que c'était atroce. Schooneman ne connaît pas
des grandes séries à la base. Là. Mais contre Rochester, il a commis des revirements qui ont été très coûteux. En général, moi, je trouve qu'il joue quand même assez solidement. Il joue contre le gros trio, le trio de Hannes, avec le Sam Hannes qui a 1 point seulement dans toute la série. Ils font une bonne job, mais il fait beaucoup de revirements. J'ai l'impression que des fois, il est peut-être pas assez alerte ou quoi comme ça, mais ça va pas super bien pour Schoenemann, mais je m'inquiéterais pas trop pour lui. Sami Nikou avec 11 points en 14 matchs, qui est le meilleur pointeur de défenseurs en série. 11 passes. C'est aussi simple que ça. Il y a 11 passes. Il joue vraiment du gros hockey, des avantages numériques. Puis c'est une autre série, ça, que je trouve... On parle beaucoup de l'arbitrage en Ligue nationale de hockey. Rochester, dans cette série-là, est 0 en 28. Le Rocket, avant cette série-là, Rochester avait 36 % d'avantage numérique. Le Rocket a donné aucun but. Mais sur le Rocket, dans toute la série, a eu 16 avantages numériques contre 28. Je peux comprendre que Rochester a dominé cette série-là. À ce niveau-là, côté avantage numérique, des fois, je me pose beaucoup de questions, puis on va pouvoir en parler aussi dans une autre série dans la Ligue nationale de hockey tantôt. Mais qu'est-ce que tu en penses du Rocket, du parcours du Rocket? Puis crois-tu que la finale est envisageable pour le Rocket demain, 7e match? JD? Ben, définitivement. Je veux dire, quand tu te rends au 7e match, surtout de la façon qu'ils ont gagné le dernier match, c'est assez spectaculaire. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, une chose, on parle de Schoenemann ici. Faites-vous-en pas trop avec ça. OK? Il y a des gars. Charles Hudon, un maudit bon joueur de la Ligue américaine. Hey, j'ai dit Rochester, vrai, 8 fois, là, c'est Springfield. Je m'excuse. Merci, Benoît. Merci, Montréal Crazy. Je suis désolé. Je regardais les statistiques en même temps. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment Springfield. Ouais. Vas-y, continue, excuse. Je trouve, c'est certain que donc un défenseur comme Schoenemann, il a tellement bien fait avec le Canadien. S'il fait un peu moins bien dans la Ligue américaine, parfois, il y a des joueurs comme ça qui vont jouer mieux avec de meilleurs joueurs. Puis, peut-être aussi, c'est une question de système, peut-être aussi, c'est une question de blessure, on ne sait pas. Regardez Sami Nikou, je veux dire, il n'y avait rien à voir avec le Canadien quand il était là à Montréal. Il était dépassé, surclassé, puis il joue bien dans la Ligue américaine. Dans sa 2e année de suite qu'il joue bien dans la Ligue américaine. Donc, faites-vous-en pas trop avec ça, au point de vue Schoenemann. Le gars, vraiment... il y en a qui sont en train de manger le bois présentement là, parce qu'il avait abandonné sur Caden Primo l'année passée quand il a joué avec le Canadien. Il était trop jeune, il n'est pas prêt. Il a besoin d'environ, Stéphane Waite l'avait dit, Marc Bergevin l'avait dit, il voulait le laisser là pendant à peu près 160 matchs dans la Ligue américaine avant de l'amener dans la Ligue nationale. L'année passée, il n'a pas eu le choix. Il a bien fait par moment avec le Canadien, mais on voyait avec le temps, qui n'est pas prêt pour ce niveau-là encore. Donc, il est en train d'apprendre. Il a repris confiance, ce qui était très important. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Andrew Hammond pour pouvoir le retourner dans la Ligue américaine, Primo. Puis là, c'est prime time Primo. OK? Il joue aussi bien que Carey Price le faisait en série de la Coupe Calder. Je ne dis pas que c'est un futur Carey Price. C'est un choix de 7e ronde, on s'entend. Mais je crois qu'il peut devenir, il y a encore la possibilité de devenir un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Puis possiblement un très bon gardien numéro 1 aussi. Donc, paniquez pas. Ceux qui avaient abandonné sur lui, c'est dommage que vous ayez fait ça, mais il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Ce jeune-là, un jour, va jouer dans la Ligue nationale. Si ce n'est pas l'année prochaine, ça va être l'année d'après. Puis son parcours est quand même hallucinant depuis qu'il est dans le net parce que tous les matchs, 2 matchs en 24 heures, même quand on a joué vendredi soir passé et samedi après-midi, il a été d'office. Il n'y a pas eu de congé, là. C'était lui back-to-back. On sait qu'avec Springfield, Offer en goal-une, quand il joue 2 games collés, c'est Lindgren qui embarque pour la 2e. Ils ont fait ça à date tout le long. Là. Mais Primo a été là toutes les games. C'est lui le plus utilisé présentement dans la Ligue américaine. 13 matchs, 2,10 de moyenne, 937 d'efficacité. C'est des statistiques qui ne mentent pas. Là. Mais j'ai beaucoup de propos que j'ai lus. Est-ce qu'on signe Montembeault? Je pense que Primo, avec son parcours en série, est peut-être prêt à faire le saut avec le Canadien de Montréal. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je crois qu'il a besoin d'apprendre à être numéro 1 dans une saison de la Ligue américaine de hockey. Il y a une différence entre connaître une grosse run de série, de gauler à tous les soirs, puis let's go, la pression est là, puis c'est hype. Je te dirais que peut-être la moitié du Rocket doit jouer blessé présentement. Il y en a beaucoup de blessures. Là. Crois-tu que le Canadien devrait être patient et lui donner encore au minimum une saison, mais vraiment une saison complète comme numéro 1 avec le Rocket, pour l'amener
un coup que le contrat de Jake Allen va prendre fin à la fin de la saison? Crois-tu que c'est mieux pour son développement ou que peut-être qu'il pourrait être prêt à prendre le rôle derrière un Allen l'année prochaine comme numéro 2? Comment tu vois ça, toi, JD? Je n'ai pas regardé son statut au point de vue du balotage, parce que ça peut peut-être jouer dans la balance aussi. On sait que Montembeault, il faut qu'il passe par le balotage pour être dans la Ligue américaine. Si Primo n'a pas besoin de passer par le balotage, ça ne me surprendrait pas qu'il monte puis qu'il descende, qu'il monte puis qu'il descende pour un match ou deux de temps en temps. Mais à mon avis, un gars de 22 ans, 23 ans, tu es mieux de le faire jouer. Un jeune que de l'asseoir au bout du banc. Et aussitôt que tu vois qu'il y a de la misère au niveau de la Ligue nationale, il est mieux dans la Ligue américaine. Donc, ça va dépendre du camp d'entraînement qu'il va avoir, de l'été qu'il va avoir. Ça va dépendre aussi de la situation des gardiens de but, parce que Kent Hughes, il a dit qu'il était pour aller à la recherche d'un gardien avec plus d'expérience pour aider dans l'organisation. Donc, à ce moment-là, s'ils vont chercher, comme j'aimerais qu'ils le fassent, un gars comme Ilya Samsonov à Washington, par exemple, ce gars-là serait dans la Ligue nationale. Ça permettrait à Primo de rester dans la Ligue américaine et de continuer son développement. Comme Pop mentionne sur le chat, il dit patience avec lui en ce qui me concerne. N'oubliez pas le développement de Price. La différence avec Primo et Price, c'est un choix de première, top 5 overall, puis un choix de 7e ronde. Primo, là, moi qui arrive avec le Canadien à 24 ans, ça me dérange absolument pas. C'est pas le même niveau de talent. Markstrom a commencé à quel âge? Être numéro 1, 27? 27 ans, 26? 25 ans. Autour de 25 ans, Thatcher Demko à Vancouver, la même chose. Regardez le gardien à New York, les Rangers. Elle a 23. Il y a 26 ans. Shesterkin, il y a 26 ans. OK, c'est quoi sa deuxième? Il est-tu vraiment si vieux que ça? Il est pour de vrai? Oui, il y a 26 ans. J'ai checké aujourd'hui. T'es sérieux? Je pensais qu'il y avait 23. Ouais, à moins que le site de la Ligue nationale. Ah non, t'as raison, 26 ans. Ah, mon Dieu, OK, c'est pas un genou. Okay. Mais c'est ça, je te dis, à 22 ans, 23 ans pour Primo, là, il y en a qui avaient abandonné dessus. Là. C'est bien que trop tôt pour faire ça. Les partisans des Canucks seraient abandonnés sur Demko aussi, là, si on pense à ça. Oui, Demko l'a arraché au début. Là. Markstrom, c'est juste sa dernière année ou deux avec Vancouver qui a commencé à avoir un peu de succès. Puis là, quand il est arrivé à Calgary, c'est là qu'il a connu vraiment là, ses meilleures années. On se souvient que les Panthers, Markstrom, c'était un peu ce qu'on dit de Primo aujourd'hui. Là. Les Panthers ont échangé, il n'y a personne qui a pleuré en Floride. Puis, c'était un choix de première ronde. Oui. Moi aussi, je prône cette direction-là de donner numéro 1 à Laval, mais pas un partage. Je ne veux pas voir de partage l'année prochaine avec Ken Primo. Là. Je veux qu'il y ait la majorité des matchs, qu'il y ait une 50aine sur 72 games. Là. Je veux qu'il ait ce rôle-là de... Les back-to-back, tu peux les enlever dans la Ligue nationale de hockey. Tu vas sûrement moins les jouer. Il y a beaucoup moins de gardiens qui les gardent, les back-to-back dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Donc, puis tu vois la différence quand tu arrives en série, un gardien qui est plus reposé, qui a eu des repos pendant les back-to-back. J'ai hâte de voir. Moi, je crois encore à ce gardien-là. J'y ai toujours cru. Puis je dis à tout le monde, soyez donc patient avec lui. C'est pas un choix de première ronde, c'est un choix de 7e. Mais de le voir avec son calme de même à Rochester d'une foule hostile, comme j'ai vu la prestance qu'il m'a donnée hier, parce qu'à 1-0, c'était 1-0 au début de la 3e. Là. Fait que toute la deuxième période, puis quand Springfield a marqué, quand le Rocket a marqué, Springfield n'a pas arrêté d'attaquer, puis Primo était d'un calme devant son net. C'était... Je la regardais et je me disais, le Rocket va gagner. Ce gars-là, c'est un mur présentement. Bon déplacement, toujours bien positionné, des tirs de l'enclave, bonne sortie de son filet. J'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Là. Et le jeune Gallagher est en feu. Oui, lui qui a enlevé le monkey sur son back. Il avait marqué dans 4 matchs de suite. Là. Il n'a pas marqué le dernier match, je pense pas. Mais il est en feu, lui aussi. Oui, il avait pas marqué de but des séries au complet avant d'affronter Springfield. Il a marqué son premier but, si je ne me trompe pas, dans le début de la série. On l'a vu prendre son singe sur le dos. Mais lui, il ne l'a pas juste enlevé. Lui, il l'a pogné, puis c'était à Laval. C'était le premier match à Laval, puis il ne l'a pas juste tiré. Là. Il a swingé pour le garrocher. Puis il a marqué 5 buts, je pense, dans ses 4 derniers matchs, si ma mémoire est bonne. Donc, il connaît vraiment une bonne série. Ilonen fait mal, pareil, pour le power play, là, même si on n'en a pas beaucoup. Là. Ilonen, hier, qui s'est blessé, qui est sorti en première période, qui n'est pas revenu. Donc, ils ont joué tout le match. Pas. Non, il ne jouera pas le 7e match. Il ne jouera pas. Ouais.
Puis ils ont joué tout le match. Ça va être un des deux rois, là. Joshua ou c'est-tu Kevin? Oui, c'est Kevin Roy. Kevin Roy qui, son éthique de travail est énormément questionné là-bas. Lui qui a été LT Scratch, dans le fond, là, qui a été rayé de l'alignement 7 des 8 derniers matchs avec le Rocket. Joshua Roy, moi, j'ai écouté son match. Comme je vous dis, j'ai tout écouté la finale de conférence qui était à RDS. Puis il a créé des choses. Il a eu 2 bonnes chances de marquer. Il était impliqué dans les coins. Tu sais, c'est pas le gars qui est flashy. Je la regardais et je disais, OK, c'est pas un flashy, mais c'est un gars qui a l'intelligence de hockey assez pour bien jouer la game. À Rochester, je me demande si Hull va pas pouvoir y aller avec le vétéran Kevin au lieu de Joshua. Mon choix personnel, parce que hier, on a joué à 11 attaquants, 7 défenseurs. Fairbrother, qui était l'alignement, qui a joué 2 gros matchs. Il a joué 2 des 3 derniers matchs, qui n'avait pas joué depuis le mois de mars. Ça faisait quand même longtemps. Hier, on a joué à 7 défenseurs. Donc, en perdant Ilonen, on a joué 2 périodes à 10 attaquants. Ça l'a roulé, là. Puis Devin Smith-Pelly a joué quand même son chiffre régulier, qui joue quand même du bon hockey. Si on enlève le 4 minutes qu'il a pogné en première, un bâton élevé, là, on sait, le gars, il saigne. Il avait un petit peu de sang sur le bord de la lèvre. Là, le joueur jaillit ce règlement. Ouais, moi aussi, man. Il dit, tu fais... Saigne pour la... Moi, une goutte de sang, là, excuse-moi, là, c'est 2 minutes. Peu importe. Écoute, n'importe qui a joué au hockey, là, tu peux être frappé par la palette flat, là, ça joue là, pas mal plus fort. Puis ça va être un 2 minutes parce qu'il n'y a pas de sang. Puis l'autre va juste te couper un petit peu. Puis ça, il va y avoir du sang, juste le bout de la palette qui va juste t'effleurer. Puis il va y avoir une petite graffinure avec du sang, puis ça, c'est un 4 minutes. Ah, puis t'envoies des fois aller chercher dans le fond son gars. Attends un peu. Attends. Regarde. Il y a du sang. Oh, il y en a qui, dans les séries, il y en a qui se mordent les joues. Ah, je suis persuadé que oui. Ah, je le ferais. Je l'ai vu. Ah, moi, je le ferais, puis je serais le bâton d'en face, puis tout de suite, je me mords. Tu as le réflexe tout de suite de te mordre. Lou, sur le chat, qui vous en avait parlé tantôt, Martel a de la graine de capitaine, il a step up. Ouais, vraiment. Martel connaît vraiment des séries. Puis un autre que j'adore, Brendan Gignac. Je sais pas pourquoi que les Devils l'ont donné comme ça, là, parce qu'on l'a juste signé. Mais lui, il a été blessé, mais tu vois son impact quand il apparaît dans un match, là. Ça va être vraiment un match numéro 7 demain, je vous le dis. Je sais qu'il y a la finale de la Coupe Stanley là, qui commence demain. On va en parler tantôt. Mais moi, je vais peut-être écouter le Rocket. Puis en même temps, je vais peut-être rien écouter pantoute parce que je joue au baseball demain. Fait que, mais je vais suivre le Rocket sur mon téléphone. Ça, je vous le promets. D'autres choses à rajouter pour le Rocket, JD? On va leur souhaiter bonne chance pour demain. On va espérer une finale. Écoute, l'ambiance, je ne sais pas si tu l'as vu, l'ambiance à la Place Belle, c'était électrisant. Les 3 matchs sold out. Ah, imaginez, il va y avoir 5000 personnes en Arizona dans leur aréna. Il n'y aura pas cette ambiance-là qu'il y avait à la Place Belle. Pas il y a bien des arénas, même à Toronto, il n'y a pas ce genre d'atmosphère-là au match des Leafs. Fait que c'est incroyable. Chapeau aux partisans du Rocket qui sont présents, qui vont au match. Chapeau à eux parce que pour être en arrière de cette équipe-là, puis maudite bonne idée de déménager cette équipe-là. Le club ferme à Laval et on voit le support qu'ils reçoivent. C'est bon pour eux autres. Ils voient les jeunes là, de la Ligue nationale qui vont évoluer dans la Ligue nationale avant longtemps. Des gars comme Raphaël Harvey-Pinard ou des gars comme Ilonen, les jeunes défenseurs aussi qu'on voit évoluer. Il y a du talent, là, puis ils apprennent de bons vétérans présentement. Puis il va y en avoir encore plus de bons jeunes qui vont passer par Laval. Là. Le reset de 2018, là, ça commence à arriver tranquillement. Vous allez voir, les jeunes, là, ça va commencer à arriver. Joshua Roy en est un. Ouais. Il y en a d'autres aussi qui vont prendre des rôles beaucoup plus importants avec cette équipe-là dans les années à venir. On parle d'Otto Leskinen là, qui vient de signer encore. Il a signé un contrat d'1 an avec les Canadiens. Ouais. Lui, ça va être entre Montréal puis la Ligue américaine. Donc, attendez-vous à avoir du bon talent, des bons espoirs, des bons jeunes avec le Rocket de Laval là, pour les années qui approchent. Là. Oui, Leskinen, parlons-en, qui était parti, qui a joué en KHL, qui a joué pour Jokerit et le Helsinki dans la KHL, 15 points en 35 matchs. Ensuite, il a joué pour Tampere Tampere. C'est le nom de l'équipe. C'est un drôle de nom d'équipe. C'est pas Tampa Bay. Non. C'est le Tampa Bay de la Liga. Oui, quasiment. Tampere Tampere, donc avec la Liga, il a eu 8 points en 10 matchs. Donc, il revient avec le Canadien de Montréal, lui qui avait déjà joué pour le Rocket. Sa dernière saison avec le Rocket, 17 points en 33 matchs. Avec très un bon patineur, prend de bonnes décisions.
Ouais, un très bon patineur, prend de bonnes décisions avec la rondelle. C'est un joueur avec un IQ, un QI de hockey qui est très élevé. C'est pas le plus gros, mais c'est un bon patineur. Fait que je m'attends là, avec 2 années de plus là, sous la ceinture là, dans des ligues professionnelles en Europe. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont être surpris lorsqu'ils vont le voir au camp d'entraînement. Oui, j'en ai beaucoup qui disent en espérant qu'il ne vole pas la place d'un jeune, mais c'est un Ben, des c'en est un jeune. jeunes. C'est ça, je me dis. Tu sais, j'ai répondu à un, il dit pourvu qu'il ne vole pas la place d'un de nos jeunes défenseurs. Je dis ouais, mais c'en est un de nos jeunes défenseurs, ça, c'est pas. Tu sais, c'est comme. Tu sais, il a beau Ouais, pas puis avoir pas été juste ça, repêché là. ou rien, ça reste. Oubliez pas, là. Regarde ce que le Canadien a fait avec Caden Goulet. Caden Goulet a eu un assez bon camp d'entraînement qu'il aurait pu faire le Canadien cette année. Et ce qu'ils ont fait, ce que Bergevin a décidé, c'est on le retourne dans le junior pour une autre année pour qu'ils prennent de l'expérience. C'est très possible qu'ils vont faire la même chose, puis même Kent Hughes l'a dit, même surtout en parlant de ses défenseurs, qu'ils vont faire la navette entre Montréal et Laval. Donc, les gars là, qui n'ont pas à passer par le balotage, là, ils vont jouer des matchs à Montréal, ils vont jouer des matchs à Laval. Donc, Leskinen, s'il fait l'équipe à Montréal, c'est parce qu'il va le mériter. Et ça va être pour le développement aussi des autres jeunes. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. La profondeur, ça amène la compétition, puis ça permet le développement. Tu sais, moi, je vois une lutte Leskinen, Schunemann. Moi, je vois cette lutte-là. Là. Tu sais, 25 ans, l'autre a 26. Je vois cette lutte-là qu'un défenseur qui va prendre la place d'un autre. C'est 2 défenseurs gauchers. Moi, je vois ça. Là, un Baron devrait avoir sa place peut-être dans l'alignement. Peut-être que lui, ils vont l'envoyer à Laval aussi pour avoir une saison complète. Il a 20-21 ans, le jeune. C'est ça. Ouais. Puis il revient d'une blessure en plus. Fait qu'il n'y a rien de mal à l'envoyer à Laval. Il va avoir une ambiance qui est très proche de la Ligue nationale de hockey. Présentement, quand tu regardes la place Belle en série, il n'y a pas grande différence avec beaucoup d'arénas dans la Ligue nationale de hockey. Là. Même en séries éliminatoires, l'ambiance est quand même assez électrisante. Là. Puis l'aréna était conçue vraiment pour que les spectateurs sont proches de la glace. Fait que quand tu es dans l'aréna, c'est énormément bruyant. Marc-André vous a en parlé, mais il n'était pas disponible ce soir. Parlant de Caden Goulet, parce que tu m'amènes là-dessus, on va y aller tout de suite. Goulet et les Oil Kings de Edmonton qui s'en vont en finale. Ils s'en vont à la Coupe Mémorial, dans le fond. Ils ont remporté la finale. Goulet, qui a été nommé le joueur le plus utile des séries dans la WHL, qui a connu des séries vraiment spectaculaires. Je regarde ici, ils mettent-tu ses points dans l'article? Il y a 8 points, 8 buts, 8 passes. Il y a plus 17 en 19 matchs. Donc, 16 points en 19 matchs, plus 17. Il y a 10 minutes de punition. Il a connu des séries. La raison pour laquelle je sais, j'ai écrit un article là-dessus ce matin. Donc, sur Cheering the Logo. Donc, il y a des séries incroyables. Il y a aussi une vidéo que j'ai mis dans l'article sur un tweet. Là, il y a quelqu'un qui a fait toutes ses mises en échec en série jusqu'ici dans la WHL cette année. Le gars, c'est un train, c'est un monstre. L'adversaire doit se garder la tête haute quand il est sur la glace. C'est un gars qui peut te faire mal défensivement. Il va te faire mal parce que faut que tu regardes sur quel côté tu vas passer parce qu'il va te frapper. Mais aussi, c'est un gars tellement dans le style de Shea Weber. C'est très difficile de jouer contre un gars comme ça. C'est un bon patineur, c'est un gars intelligent. Puis, il est capable de supporter l'attaque. C'est pas lui qui va prendre la rondelle d'un bout à l'autre, là, comme Cal McCarr ou des gars comme ça. Mais c'est un gars qui va l'appuyer, qui va rentrer dans la zone comme 4e joueur pour appuyer l'attaque. Un McDonough? Non, je trouve qu'il est plus physique qu'un McDonough. Beaucoup plus physique McDonough, pour moi. Là. Ben, il est plus gros, donc McDonough est quand même assez physique, mais c'est un gars qui va utiliser son corps plus pour bloquer. McDonough est un meilleur patineur. Pour moi, c'est un joueur différent. Si tu veux comparer à quelqu'un dans son prime, là, je ne parle pas là, de l'année passée. Là, dans son prime, pour moi, c'est Shea Weber. Je ne veux pas y mettre une pression inutile, mais c'est le style de joueur, dans le style de Weber, qui va tout faire sur la patinoire. Il est intimidant physiquement, il est intimidant défensivement. Les joueurs, il fait mal quand tu vas dans un coin contre lui. Il est très bon à jouer le body, pour jouer le joueur à 1 contre 1. C'est un gars qui tue les punitions. C'est un gars qui va jouer sur le power play, qui va mettre des points. Il n'y a pas la shot à Weber. Puis le futur reste à voir s'il va réussir à être aussi bon offensivement que Weber, mais d'après moi, c'est un style de joueur, là, vraiment là, ce qu'on appelle un shutdown, un défenseur shutdown là, pour
empêcher l'adversaire de marquer. Mais il y a de l'offensive aussi dans lui, puis on l'a vu cette année. Oui, puis son offensive a surpris beaucoup de monde en série. Lou qui dit Goulet, Baron à Laval pour apprendre à jouer ensemble. Peut-être un solide duo. Là. Moi, je vois peut-être un Mailloux aussi pour jouer avec ces deux-là, mais si ces deux-là, la chimie se crée en partant, puis ils ont déjà joué avec Team Canada ensemble. Puis, mais Mailloux va rester dans le junior, il est trop jeune. Oui, lui, on le sait. Anyway, je comprends pas le monde d'avoir été surpris quand Kyo, je dis qu'il n'allait pas le signer cette année. Ben, c'est normal. Ça fait 6 mois qu'il est revenu junior. Moi, avec toute l'histoire qui s'est passée autour de lui, c'est sûr qu'il allait jouer jusqu'à son 20 ans junior. Là, il a joué minimum 31 matchs dans les 2 dernières années. Oui, exactement. Donnez-lui une chance de jouer un peu. Oh, oui, tu sais, puis donner comme valeur humaine, de voir le gars. C'est pas en 6 mois que tu dis, OK, il est correct, on va lui donner une autre année complète junior, on va voir comment il est. Puis je m'attends que l'année prochaine, à la fin de la saison, Mailloux il a un contrat en bon uniforme de 3 ans d'entrée, c'est sûr. Ce qui se produit, c'est que les gens, pour la plupart des gens, des partisans, ne connaissent pas toutes les règles de la Ligue nationale. Je ne les connais pas, moi non plus, toutes les règles. Mais une règle que je connais, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir plus que 50 contrats comme organisation. Donc, pourquoi gaspiller un contrat si tu es serré dans le nombre de contrats? Présentement, le Canadien a 33 joueurs de signer avec Leskonen. OK, déjà, ils ont 33 joueurs de signer. Là, il reste les agents libres avec restriction, comme Romanov, ces gars-là, les agents libres à Laval, puis tous tes UFA là, aussi, là, s'il y en a que tu veux re-signer, des choses comme ça. Là. Fait que, arriver, tu ne veux pas être à 50. OK, il faut que tu tiennes dans des alentours de 45 à  47. Date limite, on était à 48, je ne me trompe pas, 47-48 à date limite, c'est ça qu'on disait. On disait, ouais, mais à recevoir, mettons, 3 joueurs pour 2, on ne peut pas parce que là, les limites de contrat, signer réclamer des joueurs au balotage, oui, mais si tu le réclames, rappelez-vous, quand Montembeault était blessé, puis il y avait donc, ça serait gaspillé, ça serait juste gaspiller un contrat, Yannick. S'il signait Mailloux puis il savait qu'il voulait l'envoyer dans le junior, le gars peut quand même venir sans contrat, peut quand même venir au camp d'entraînement. Peut venir au camp des recrues. C'est pas un gars des collèges américains, là, ça. Là. C'est un gars du junior. Donc, ils peuvent même. Ils peuvent pas. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, à moins qu'ils lui donnent un PTO, là, un contrat professionnel. Un peu ce que Joshua Roy a signé cette année avec le Rocket. C'est ça. Et à moins qu'il donne un contrat comme ça, il ne pourra pas jouer de match. C'est la seule différence. OK? Des matchs préliminaires ou rester pendant 10 games, des choses comme ça. Il faut qu'il soit sous contrat pour rester avec le Canadien. Mais pour venir au camp d'entraînement, ce n'est pas un problème. J'ai hâte de voir. En tout cas, le draft s'en vient. 3 semaines. 3 semaines, le draft. On a tout hâte de voir ce qui va se passer à ce repêchage-là. Ça va être très intéressant. 3 semaines d'enfer. Ah ouais, ça va rouler là-dessus. Là. On sait que l'émission en GC est terminée depuis le début de cette semaine. Le 5 à 7 va finir, je pense, à la fin des séries ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On va avoir un break là-dessus, mais... Les réseaux sociaux n'arrêtent pas. Ça n'arrêtera pas, ces réseaux sociaux, en effet. Surtout s'il se passe des échanges avant le repêchage. C'est là que ça pourrait être intéressant. On va devoir, on en parlait, moi, JD, avant le show. On va peut-être en reparler. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient très, très, très rapidement. On va y aller tout de suite avec les finales d'association dans la Ligue nationale de hockey. Tampa Bay qui affrontait les Rangers. Tampa Bay qui tirait de l'arrière 2-0 dans la série. Les Rangers, je reste persuadé que les Rangers ont profité du fait que Tampa Bay a été bon 9 jours sans jouer au hockey. Là. Mais les Rangers ont quand même bien tiré leur épingle du jeu. Là. On ne va pas leur en vouloir là-dessus. Ça semblait une équipe complètement épuisée. Une équipe qui avait besoin de son avantage numérique, marquer des buts. Tu ne gagneras pas la Coupe Stanley en marquant qu'en power play. Puis les Rangers, c'était beaucoup ça. Ils attendaient leur avantage numérique pour marquer des buts. On le sait dans la série, je pense qu'il y a eu un but de marqué dans les 4 derniers matchs à 5 contre 5 pour les Rangers. Tu ne battras pas Tampa Bay en marquant un seul but à 5 contre 5. Tampa Bay, c'est leur force. C'est l'avantage numérique et le 5 contre 5. C'est ça qui fait que Tampa Bay sera en finale de la Coupe Stanley pour une 3e fois de suite. C'est la première fois de l'histoire de la Ligue nationale de hockey dans les séries 4-7. Je veux spécifier parce qu'il y avait des 3-5 dans les années 80. C'est la première fois depuis 90, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait eu une équipe qui s'est rendue 3 fois de suite en finale de la Coupe Stanley. On peut-tu appeler ça une dynastie? On peut-tu dire vraiment que c'est l'équipe
des années 2000, le Lightning Tampa Bay, JD, sérieusement, là, trois de suite dans une ère de parité. Oui, je le sais, l'année passée, il y avait 90 millions de masse salariale. Ils ont trouvé des façons de la contourner. Mais elle il y a deux existe pour tout le raisons. monde. Vas-y. Il y a deux raisons pour lesquelles moi, je ne les considère pas une dynastie encore. Les 2 années qui ont gagné la Coupe Stanley, ça a été 2 années de saison écourtée COVID. Donc, ce n'est pas des saisons régulières qu'on parle. Ce n'est pas des saisons là, qui ont le même impact que jouer 82 matchs. Mais écoute, puis le fait qu'il était 18 millions au-dessus du cap l'année passée, ils n'ont pas triché, OK? C'était parmi les règles, ils ont profité des règles. Pour moi, s'ils gagnent cette coupe-ci, on peut peut-être commencer à y penser, mais pour moi, les 2 années qu'ils ont gagné, c'est pas facile de gagner la Coupe Stanley, mais ce n'est pas des années régulières non plus. Donc, le Canadien de Montréal, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley l'année passée. Puis là, on veut décréditer le Canadien, disant que c'est une chance moi, j'ai jamais qu'ils ont embarqué eu là-dedans. de se rendre là. Si c'est une chance pour le Canadien, ça doit être une chance pour Tampa Bay aussi. Donc, en ce qui me concerne... Moi, j'ai jamais embarqué dans le bandwagon de « Oh, ouais, on joue dans la Division Nord, excusez-moi, là, mais on joue dans 3 décalages horaires, puis la cédule était élevée. » Puis moi, ce qui fait que Tampa Bay m'impressionne encore plus, c'est qu'ils ont eu 1 mois et demi de vacances l'été passé. Tu sais, on a vu que le Canadien est arrivé tellement amoché que 3/4 de l'équipe était blessée. Puis eux autres ont réussi malgré tout, puis ils n'ont pas eu l'avantage de la glace une seule fois en série, là. Ils ont toutes commencé les séries à l'étranger, puis ils sont encore en finale de Coupe Stanley. Ils commencent encore à l'étranger. Puis les faits qu'ils n'ont pas eu de beaucoup de congés, moi, je me suis dit, ils vont casser un année, c'est sûr. Je m'attendais qu'ils cassent contre les Panthers, puis ils ont swept en 4. Tu sais, là à 2-0, je me suis dit, là, peut-être la fatigue va embarquer, mais je me disais, il arrive de 9 jours de congé. Puis là, tu as Braden Point qui n'est pas là. Je me disais, mais ils ont réussi quand même à trouver une manière de passer les Rangers pour gagner en 6. J'ai hâte de voir contre Colorado en finale, mais dans la nouvelle ère de la salle de hockey, puis moi, je ne veux même pas prendre en ligne de compte le COVID. Je pense que c'est égal pour tout le monde. Toutes les équipes ont passé ça. Oh oui. 3 finales de la Coupe Stanley de suite, de nos jours, pour moi, c'est un exploit. Qu'il y ait eu le COVID ou pas, ou qu'il y ait eu pour moi, je trouve ça... pour moi, les saisons écourtées... Je déteste l'équipe de Gogun. Pour moi, les saisons écourtées devraient avoir un astérisque à côté. Parce que quand Piquet a gagné son ORS, on se souvient, il avait joué quoi, 48 games dans le temps? C'est une année du lockout. Tu sais, sur 48 games, 56 games, au lieu de 82, quand tu parles d'une saison de hockey, de la Ligue nationale de hockey, c'est une maudite différence. Oui, mais ça dépend du nombre Parce de temps. Parce que les blessures... Ils ont joué 56 games en 4 mois. Là. Ils n'ont pas joué 56 games en 7. Là. C'est comme... C'était condensé. C'est quand même 56 games. Je comprends. Mais c'est pas une saison ordinaire. Puis c'est vrai que c'est égal pour toutes les équipes. Je suis d'accord avec toi. Là. OK? Ce que je parle, c'est que tu regardes les dynasties qui ont joué le 72 games, le 80 games, le 82 games. OK, si tu regardes les dynasties là, du Canadien de Montréal, des Red Wings de Détroit, des Oilers d'Edmonton, des Islanders de New York, ces gars-là jouaient des saisons complètes. OK, quand ils ont gagné le série. Donc, ça, c'est tout un fait. C'est certain qu'il y a plus d'équipes aujourd'hui, il y a plus de parité avec le plafond salarial. Je suis d'accord avec tout ça. Là. Je ne leur enlève pas tout le crédit. C'est une bonne équipe de hockey, une très bonne équipe de hockey même. Mais pour moi, le fait que il y a eu des saisons écourtées, ces 2 saisons-là, les saisons COVID. Pour moi, ça emmène un petit doute. OK? C'est 11 séries gagnées de suite. Hey, 11, c'est impressionnant pareil. Ils ont quand même gagné 11 séries, 4 de 7, dont une 3 de 5 de suite. C'est impressionnant, là. Tu sais, je sais pas, puis j'aime pas Tampa Bay, là. Hey, mettez-vous pas dans la peau que Yannick est rendu qui tripe sur Tampa Bay. Ah non, moi, le marché de Gogun, je les aime pas, là. J'ai jamais aimé le marché de Gogun, puis j'aimerais pas cette équipe-là, mais je suis obligé de me rendre à l'évidence. Moi, je regarde ça, puis je me dis, mais ça se peut pas. Ça se peut pas, là. Ils sont encore là. Pop sur le chat, il dit Colorado vont les manger. J'ai hâte de voir les bonnes prédictions qu'on a eues parce que le Pops Board fait un board. Donc, le Pops Board a eu
1, 2, 3, 4, 5 bonnes prédictions, dont moi-même. J'avais prédit Tampa Bay en 6. Disons qu'à 0-2, j'étais plus ou moins confiant que ça finit en 6. Je vais être honnête, là, je m'attendais qu'au minimum, ça finit en 7. Là. Je ne m'attendais pas que Tampa Bay en gagne 4 de suite. Dans les bonnes prédictions, M. Boisvert, Pierre Carrero, si je lis bien, Cativo Machina, moi et Pat Galley qui a eu la bonne prédiction sur le Pops Board. L'autre série, dans l'Ouest, boy. McDavid avait l'air un peu essoufflé dans cette série-là contre Colorado. Il n'y avait pas le même edge. Draisaitl n'aurait pas dû jouer. Lui, c'est surhumain là, que la manière qu'il a joué, là, on va se dire, là, avec la blessure qu'il avait. Là. Rappelle la blessure, si je ne me trompe pas, là, j'ai en anglais dans la tête. C'est une cheville, mais tordue d'aplomb. C'était pas une petite. C'est high sprain. Daniel Nurse. Le haut de la cheville qui est. Daniel Nurse, c'était une hanche. Oui. Il s'est blessé une hanche dans la première ronde. Il a joué avec ça tout le long. Ils n'ont pas pogné les Oilers à pleine capacité, mais Mike Smith, tu peux pas. Il gaulait super bien, mais il donnait toujours le mauvais but au mauvais moment qui faisait mal. C'est là que j'ai regardé les Oilers, je me disais, mais alors un gardien, pas un Vasilevski, pas un Shesterkin, pas un Carey Price, juste un gardien moyen. Là. Je vais dire de quoi, là. Si vous suivez l'Ouest un petit peu, si vous suivez les Oilers un petit peu, là, leur deuxième gardien a signé en Suisse. Lui, on le savait. Ouais, on savait. Koskinen. On savait depuis un bout. Koskinen, il avait été annoncé pendant une série. Ouais. Donc, Koskinen est parti. Il a signé un contrat de 2 ans en Suisse. Et là, tu as Mike Smith qui va avoir quoi, 42 ans? Il parle de prendre sa retraite. Donc, les Oilers vont chercher un gardien. Très activement. J'ai hâte de voir où ils vont aller. Est-ce que Marc-André Fleury pourrait être tenté? Lui qui a déjà dit qu'il voulait rester au Minnesota s'il était pour signer quelque part. Qu'est-ce qui est intéressant? J'ai hâte de voir parce qu'il y a des gardiens qui vont vouloir aller. Plusieurs gardiens disponibles. Oui, puis il y en a. Gardiens disponibles. Je pense pas que Edmonton est dans la clause de non-échange des gardiens de but qui sont dans leur équipe présentement et qui veulent aller jouer dans une équipe gagnante, d'avoir joué les Oilers comme ils jouent. Il se dit, moi, avoir été là, peut-être qu'on n'aurait pas fini en 4. Là. On va se le dire. Là. Dans les bonnes prédictions, Oilers sur le post-board, personne ne l'a eu. Est-ce que quelqu'un s'attendait à un sweep de Colorado? Je crois pas. Moi non plus, je m'en entendais pas. Mais ça prenait bien. J'avais dit 4 ou 5, mais je me souviens plus. Oui, mais elle m'a dit, comme j'ai dit avant le show, ça prenait bien un ancien du Canadien pour amener les anciens nordiques en finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 20 ans. Arturi Lekkonen. Oui, monsieur. 2 buts qui amènent son équipe en finale de la Coupe Stanley. Rappelez-vous le but l'année passée à la Saint-Jean. On ne l'oubliera jamais, ce but-là. À la Saint-Jean, les Canadiens qui avaient battu les Golden Knights de Vegas. Qu'est-ce que tu as pensé en général de la série Colorado-Oilers qui a été dominée par l'Avalanche du Colorado qui sont une machine, disons, bien huilée, même si avec Francouz d'un but, peut-être Quimper était prêt à revenir, mais ils ont dit on continue avec Francouz, puis il va y aller. Là, tu es en finale de la Coupe Stanley, puis ils disent même pas encore qui va être le gardien. Là. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, moi. Écoute, tu as une équipe avec Cale Makar en arrière qui joue 25 à 30 minutes par match, puis qui est tellement dominant, ce gars-là, des deux côtés de la patinoire. Ouais. Il est bon défensivement, mais offensivement, le gars peut patiner avec la rondelle comme le vent. Il peut marquer des buts comme les meilleurs alliés le font. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, là, c'est pas facile à arrêter. Là, je voyais, je me souviens plus où, mais je regardais ça, c'est aujourd'hui, ce matin ou hier matin. Il y avait un programme en français là, qui commençait à le comparer à un certain, disant qu'il était le meilleur, il pourrait devenir le meilleur défenseur de tous les temps. On va dire de quoi? Elle parle de prémature. J'espère que... Dans la nouvelle ère, ouais, je crois que oui. J'espère que les gens qui disent ça ne sont pas aussi prématures au lit qu'ils le sont avec les paroles. Parce que les femmes ne doivent pas être contentes. Moi, j'ai un nom qui me vient en tête, c'est Niklas Lidstrom. Là. Moi, pour moi, à date... Bobby Orr. Il parle de tous les temps. De tous les temps, c'est pour ça. Moi, Lidstrom, son époque, là, c'était le calme-cœur qu'on voit aujourd'hui. Lidstrom, c'était quelque chose, c'était du 30 minutes par game. Là. C'était régulier, lui, là. Avec les Red Wings. J'ai justement pas eu un reportage cette semaine. Mais tu regardes un gars comme Bobby Orr remportait le championnat des marqueurs devant les Guy Lafleur et compagnie, là, devant les bons joueurs de la Ligue nationale. Oui,
OK? C'est un défenseur. Puis c'est pas un Paul Coffey, là, Bobby Orr. Défensivement, c'était un excellent joueur de hockey. C'est un gars qui jouait très robuste, qui était tough, ce gars-là. C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi Don Cherry l'aimait tant que ça aussi. C'est le fait qu'il était tough, il jouait physique. C'est un Larry Robinson sur stéroïdes. Il pouvait patiner plus vite que Robinson, puis il était meilleur offensivement, mais défensivement, il était tout aussi bon, puis il était tout aussi physique que Larry. Donc, on va dire de quoi, là, avant de parler de McCarr, puis de dire que c'est le meilleur de tous les temps, là, on se calme les pompons un petit peu, là, donnez-lui des chances de manger ses cornflakes a little bit. Ce que le monde veut le dire, je crois, là, c'est juste une perception de ma part, là. Côté mobilité, c'est normal que de nos jours, les joueurs, j'ai regardé des games des années 70-80, tu regardes un Bobby Orr jouer qui est plus vite que tout le monde sur la glace. Tu le vois, le Bobby Orr, là, il pognait la rondelle, puis tu étais comme, voyons, pourquoi il y a une vitesse de plus? McCarr donne cette impression-là d'avoir une vitesse de plus défensivement que tout le monde. Oh oui. C'est un peu... C'est le meilleur aujourd'hui. C'est ça. Okay, le meilleur de son époque. Ça, j'ai pas de doute qu'il va le devenir. À son époque, il y a 22 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit le meilleur de son époque, en voulant dire que ça s'en vient. Là, il est encore tellement jeune. C'est là que je me dis, à 25, 26, ça va être quoi? Pops pourrait vous le dire, Yannick. Pops pourrait le dire. Le doyen pourrait te le dire. Pops qui dit sur le chat, Bobby Orr est le créateur du nouveau style. Il était unique dans ce style. Ceux qui l'ont vu jouer Bobby Orr, même sur une jambe là, à la fin, ce gars-là était incroyable. C'était meilleur que Cale Makar. OK? Donc, côté dominance, c'est facile de lancer des paroles aujourd'hui puis d'essayer de comparer les différentes aires. Il faut que tu regardes ce que les gars ont fait contre leur compétition à ce moment-là. OK? C'est la seule façon que tu peux comparer ça. Donc, si tu regardes ce que Makar fait contre la compétition aujourd'hui, il y a bien des attaquants qui sont devant lui. Okay? Ouais. Si tu regardes ce que Bobby Orr faisait, il n'y avait pas d'attaquant devant lui. Tu sais, parce que dire que McCarr est le meilleur de tous les temps, on pourrait dire que McDavid est le meilleur de tous les temps. Parce que McDavid était bien plus rapide que Gretzky. McDavid avait des bien meilleures mains que Gretzky. McDavid avait une capacité de directionnelle, comme on dit, de changer de direction rapidement, bien plus grande que Gretzky. Gretzky lui-même avoue que McDavid est 10 coches en avant de lui. Là. Mais Gretzky, à son époque, il n'y a rien qui était proche d'être comparable à lui. La dominance. Mais il y avait juste Mario Lemieux, quand il était en santé, qui était capable de s'approcher de lui. Puis McDavid le fait, là. Quand on parle de dominance... McDavid il domine pas de la façon que... Il domine pas le championnat des pointeurs de la façon que Gretzky le faisait. Non. Okay? C'est comme ça qu'il faut regarder ça. Parce que sans ça, tu deviens fou à essayer de comparer les époques. Tu regardes Maurice Richard, ça a été le premier à marquer 50 buts à 50 matchs. Dans le temps, là, c'était phénoménal. C'était incroyable. Après, donc, on se disait même qu'on n'en verrait jamais ça quasiment. Là. Point de vue marqueur de but, là, Maurice Richard, c'était le meilleur marqueur de but de son époque dans le temps. Il y en a combien depuis ce temps-là qui ont marqué 50 en 50? Gretzky en a marqué 50 en 39. Voici le fait. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Plusieurs qui l'ont fait, oui. J'ai pas mal de noms qui me viennent en tête. Là. Il y en a Teemu Selanne. C'est l'année qu'il y avait une saison de 76 buts. 73-76, c'était des saisons exceptionnelles. Moi non plus, j'aime pas ça comparer les époques. C'est un très bon défenseur. Mais c'est pour ça que Colorado sont aussi bons. Puis là, tu ajoutes des gars comme McKinnon, tu ajoutes des gars comme le capitaine 92, Landeskog. Tu as des bons joueurs dans cette équipe-là. Là. C'est une maudite bonne équipe qu'ils ont là. Puis c'est une équipe qui est bien équilibrée. La seule question, c'est d'un but, mais ils ont tellement de bonnes défensives, puis ils ont tellement un bon système, puis ils ont tellement de profondeur surtout. Puis là, tu rajoutes un gars comme Lekonen qui joue sur le top 6 avec des gars comme ça. Je veux dire de quoi, là? Ça, là, je vais en parler tout de suite, là, parce que ça me tente, OK? Ouais. On était 2 ans ici à chialer. Lekonen, qu'est-ce qu'il fait sur le power play? Lekonen, comment c'est qu'il joue en power play, tabarnak? Il n'y a pas d'affaire à jouer sur le power play. C'est quoi le coach de marde qu'on a là? Lekonen est le 3e joueur attaquant le plus utilisé en avantage numérique par l'Avalanche du Colorado en séries éliminatoires. Là, on se dit peut-être, là, moi, je la regarde puis je le vois jouer en powerplay. Puis là, je me dis, pourquoi les médias s'acharnaient à dire que Lekonen n'était pas capable de jouer sur le powerplay si l'Avalanche du Colorado, avec la puissance d'attaque qu'ils ont, le fait jouer sur l'avantage numérique? S'ils le font jouer là, c'est à cause qu'il apporte de quoi. Puis où qu'il va quand il joue en powerplay? Devant le net.
il va devant le net. Il pogne des retours. T'sais, le but qu'il a marqué, un tir de la ligne bleue, il passe devant le net, il a fait dévier à terre, il a pogne, il est tout seul, il score. Les gars, est bon quand il est proche du net pour la faire dévier de même dans le net. Je pense que la raison pourquoi on disait ça, OK, dans le temps. Puis là, je l'ai dit, tu l'as dit, on l'a tout dit, je pense. Je fais exception de cette saison, OK? Parce que cette année, Lekonen, même avec le Canadien, connaissait une excellente saison, sa meilleure depuis sa saison recrue, on s'entend, là. C'était un joueur transformé avec le Canadien. C'était un des meilleurs joueurs du Canadien cette saison. C'était notre plus régulier, selon moi. Là. Et dans le passé, c'était un Chris Higgins. Il avait ses chances de marquer, mais il ratait le filet ou il frappait le logo sur le gardien. Il manquait tellement de chances. Il s'enfargeait dans la ligne bleue par lui-même. Puis c'était un bon joueur de hockey. Là. Il faisait de bons joueurs. Je ne sais pas si tu te souviens de Chris Higgins dans le temps qu'il jouait avec les Canadiens, mais Higgins, c'était ce style-là. OK? Tu le regardais, là, puis il jouait sur le même trio que Saku Koivu. Là, puis tu disais, waouh, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Il devrait marquer 50 buts. Mais il créait des choses, mais il n'était pas capable de finir. Ouais. Il n'était juste pas capable de finir ses jeux. Benoît Brunet, il était un peu comme ça aussi. Benoît dans le temps qu'il jouait avec le Canadien. Dans la Ligue américaine, là, lui et Stéphane Lebeau, là, c'était le numéro 1, numéro 2, les marqueurs de la Ligue américaine. Dans le temps, pas mal, ça. Puis Benoît est arrivé dans la Ligue nationale, puis il a connu une bonne carrière, là, Benoît Brunet, mais il te laissait toujours sur ton appétit parce qu'il ratait des chances que tu te disais, comment il manquait ça? Ah, les Conan est un petit peu comme ça. Il y en a raté des solides, mais vraiment. Puis là, il ne rate pas. Cette année, il ne les a pas ratés ou il en rate moins. Puis avec l'Avalanche, il profite de son occasion. Là, imagine le salaire qu'il va recevoir là, maintenant. Oui, mais là, il va être RFA. D'après moi, il va peut-être accepter. Tu sais, rappelez-vous, l'année passée, il gagnait, il y a 2 ans, il gagnait 2,4 millions. Il a accepté 2,3 avec les Canadiens pour jouer l'année passée. Donc, il a accepté moins d'argent. Il aurait pas aller en arbitrage. Puis, il aurait sûrement eu plus que 2,4. Mais il a accepté 100 000 de moins. Là, il est parti au Colorado. Moi, d'après moi, il va accepter 3 millions. Pour rester au Colorado, je pense qu'ils vont l'avoir. Tu sais, Sakic qui est. Les propos de McKinnon, il dit présentement, j'aurais échangé 10 choix de première ronde pour les Conan quand il a dit ça. Là, c'était comme. On sait que c'est en joke, là. Mais en voulant dire, les 10 choix de première ronde, ils jouent pas. Moi, je ne serais pas là. Ben, il dit, je ne serais pas là, moi, dans le temps qu'ils vont arriver dans le national. Non, c'est ça. Les 10 choix de première ronde. Il dit les 10 choix de première ronde, ils ne seront pas là. Là. Il dit, le McKinnon, qui, on sait, là, il a mangé son pain là, pendant un bout. Là. Que McKinnon est rendu à quoi, à 29 ans, si je ne me trompe pas, 28 ans? Il est si vieux que ça, McKinnon? McKinnon, il est rendu, attends un peu, je l'ai devant moi, 26 ans. 26 ans, il est rendu à 26 ans. Il reste un an de contrat à 6,3 millions. Ça va être un genre de Oublie pas une chose, là. Quand tu dis 3 millions, là, Yannick, il faudrait que ce soit pour un an. Parce que Lekonen devient agent libre sans compensation dans 2 ans. Moi, je pense qu'il va avoir un contrat, genre, je vais lancer un chiffre de même, là, 10 millions, 3 ans. Si tu achètes des années de free agent, là, des années UFA, là, il va falloir que tu le payes plus que ça parce que sur le marché des agents libres, il va recevoir beaucoup plus. Moi, je pense 10 millions pour 3 ans, je pense qu'il va signer. D'après moi, là, ce gars-là va aller chercher, il va aller chercher 5,5 à 6 millions par année comme agent libre. Par année? Oui. Tu penses qu'il vaut un Zach Hyman? Moi, je pense pas qu'il est à ce niveau-là. Ils sont comparables, les deux. J'ai écouté Zach Hyman avec les Oilers, puis j'ai regardé tout de suite après, j'ai regardé les Conan en même temps, puis ils ont un style. Zach Hyman, je crois qu'il est meilleur scoreur, mais côté implication, échec avant, défensivement, coin de patinoire, j'avais l'impression de checker les Conan quand je checkais Zach Hyman. Mais je pense que Zach Hyman a plus de upside offensif. Donc, 5,5, 6 millions à Conan. Bon, OK, regarde Josh Anderson, combien il gagne. Oui, mais c'est un power forward. Je comprends que les Conan ont le même genre de game, mais un gars de 6 pieds 3, 2,20, qui va chercher du 200 hits. Qui est meilleur défensivement entre les deux? Oui, les Conan. Il n'y a pas de doute. Ouais. Ah, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je ne crois pas qu'il va avoir 5. Moi, Qui performe le mieux en série? Anderson joue bien en série, là. Mais qui performe en série? Ces gars-là, il faut qu'ils payent. Ouais, puis les Conan, si tu donnes 3,4 à Joël Armia, là. Ouais, je comprends ton point. J'ai la misère à être compte. 3,4 à Paul Byron. Je pense au cap qui va augmenter aussi dans les prochaines années. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'il va accepter un contrat de 2-3 ans là. Je crois, là, parce qu'il va avoir quoi, 28-29 ans à la fin de son contrat. Fait que je m'attends qu'il va pouvoir aller chercher là, son 5 ans après. Mais 5 millions, on ne sait pas. Ça va dépendre du cap. Si le cap est rendu à 90, 91, 92, parce que
Je m'attends qu'il fasse un jump. Là, il fait 1 million cette année. Va arrêter. Oui, c'est ça. Il fait 1 million cette année. L'année prochaine, je m'attends à un 4 millions d'augmentation à peu près. Là. Là, ça va prendre un bon jump là, parce que là, les joueurs ont cédé. Il n'y a pas eu de COVID l'année. Ils ont tous joué dans les arénas pleins. Fait que là, l'argent rentré, là, il a augmenté que 2 millions. Ah, OK. Mais l'année prochaine, là, les coffres vont s'en remplir. Là, ça va revenir à ce qu'on était l'avant-COVID. Fait que je m'attends. Ce qui était prévu avant le COVID, c'était quoi? Il parlait de 3,5 et 5 millions. Je m'attends à peu près la même affaire l'année prochaine pour la masse salariale de 2023-24. Donc, c'est la saison prochaine. J'ai hâte de voir. Finale de la Coupe Stanley. Maintenant, on va en parler. Les prédictions du board sur le Pops. Bien sûr, à donner vos prédictions sur le Pops board. Présentement, c'est 26 prédictions en faveur du Colorado, 10 pour Tampa Bay. Encore une fois, on met Tampa Bay sous-estimé. Colin, qu'est-ce que t'en penses, JD, de cette vague-là? On va l'appeler comme ça, là, cette vague-là de partisans qui sont derrière le Colorado, derrière l'Avalanche du Colorado. Crois-tu que ça va être une série, comme les prédictions l'indiquent, il y a beaucoup de en 5 et en 6? Crois-tu que ça va être une série qui va être aussi rapide? J'ai même vu des en 4. Là. Moi, si je me souviens bien, là, Pops pourrait probablement le dire, là, mais d'après moi, je pense que ce que je lui ai dit, c'est l'Avalanche en 6. Puis j'ai été généreux, d'après moi, de lui donner 2 matchs, mais je lui donne 2 matchs à cause de Vasilevski. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, on s'entend. Puis c'est un gars qui j'ai dit en 5, OK. Pops me rappelle que j'ai dit en 5, donc... Pops, il est tout à l'heure, vous en remettre à l'ordre, lui. Ouais. Mais j'ai envoyé le message, donc j'ai envoyé le message sur Twitter, puis je me souvenais plus ce que j'avais dit. Ça arrive souvent. En tout cas, ce que je pense, c'est que Colorado, d'après moi, est une bien meilleure équipe. La seule chose que je n'avais pas pris en considération quand j'ai dit ma prédiction, c'est que Brayden Point va revenir au jeu, vraisemblablement, alors que voyons, c'est quoi son nom? Kadri. Ouais. Lui ne reviendra pas. Okay? Donc, ça peut faire une différence. J'ai vu un tweet là-dessus, moi, quand Shane Kadri s'est blessé, il a une fracture à un doigt. Là. Puis là, qui a marqué chez Weber, t'as fait dire bye-bye. Le gars, il joue pas à cause qu'il joue pas qu'il a une fracture à un son doigt. Pouce, c'est vrai, c'est son pouce. Ouais. Il peut plus jouer de la saison des séries à cause d'une fracture à un pouce, puis Weber jouait cassé à moitié du corps. Puis il a joué toutes les séries jusqu'en finale de la Coupe, dont un pouce, justement. En voulant dire, tu sais, un pouce, une hanche, une cheville. Ouais, tu viens de nommer une main, le bassin du corps qui est quand tu es un défenseur comme Weber, puis la cheville quand tu as ton poids dessus. Robocop. Ouais, ce qu'il a réussi à faire l'année passée, parce que là, on l'a su, les blessures qu'il y avait. Dano en a parlé, puis il y en a plein d'autres qui en ont parlé, mais on comprend les hugs l'année passée parce qu'ils savaient que le gars était cassé en 1000 morceaux. Là. Puis de voir ce gars-là cassé jouer 26 minutes par match, imaginez-vous le drainage des joueurs. C'est un des meilleurs joueurs. Oui, l'impact que les joueurs ont eu, ils ont dit « Wow, check ce gars-là, il joue comme une bête. Tu peux pas pogner le cul à mon prochain chiffre, moi, là. » C'est ce qui a amené vers ça, là. Continue sur Colorado, excuse. Non, c'est ce que j'avais à dire. Je les ai pris en 5 à cause de... je trouve qu'ils ont juste trop de profondeur à toutes les positions. Mais Tampa Bay a la même genre de profondeur. Si c'était... Non, je ne crois pas qu'il y ait le même genre de profondeur. Pas de la même qualité de profondeur. Moi, je pense que c'est comparable. Non, d'après moi, là, tu parles là, qu'à un moment donné, ça va... Le mois et demi de congé, là, puis les blessures, là, c'est une équipe qui est plus âgée. Éventuellement, là, ça va commencer à se faire sentir, ça. Mais plus sa série est difficile, ils ont eu une série difficile quand même contre New York. OK, on s'entend. Puis là, j'ai l'impression là, qu'ils vont commencer à le réaliser un petit peu, d'après moi. Ben moi, Pop, si tu n'as pas écrit ma prédiction, là, tu vas l'avoir live là. Moi, là, je suis un old school guy. The name of the name is goalie. Puis Tampa Bay ont le meilleur gardien au monde présentement. Puis je ne gagerai pas contre le meilleur gardien au monde parce que je pense qu'ils vont en voler 2 dans cette série-là. Fait que je vais prendre Tampa Bay en 6. Puis je le dis pas parce que ça me fait plaisir. Ça me ferait chier que Tampa Bay gagne 3 de suite. L'ajout de Brayden Point, Cirelli, c'est à la 3e ligne. Tu as un gars comme Corey Perry, c'est à la 4e ligne. Je pense que la profondeur des deux équipes,
Je pense que en attaque est comparable. Je vais donner un edge à Colorado, peut-être sur le bottom 6, un léger edge, mais défensivement, je donne le edge avec la perte de Samuel Girard, je donne le edge à Tampa Bay. Là, tu as McDonough, tu as Sergachev, tu as Edmund qui est là aussi. Puis je comprends que McCarr est over the top avec Devon Tays qui est là aussi. Je comprends ça, mais sérieusement, je pense que Colorado a appris à se rendre en finale de la Coupe Stanley. J'ai hâte de voir s'ils vont. Là, en plus, qu'ils jouent avec un. Ils ont gagné en 4. Tampa Bay est en 6. Tampa Bay a eu ses 9 jours de repos dans le meilleur moment possible, selon moi, avant la finale de la conférence. C'est comme un break en plein milieu des séries. Tu comprends ce que j'explique? Tu joues 2 rondes, break de 9 jours, tu rejoues 2 rondes. Tu as eu le temps de guérir beaucoup de choses en 2 rondes avant d'affronter tes autres rondes. Je pense que le break de Colorado va peut-être leur nuire au premier match. Je vois Tampa Bay sortir du premier match gagnant. Fait qu'en partant, tu sors de là 1-1 au Colorado. Je pense que Tampa Bay va être capable d'aller gagner en 6. En 7 peut-être, mais j'y vois Colorado, en 6 à cause de Vasilevski. Colorado a 4 des 10 premiers marqueurs en série dans leur alignement. Oui. Même Point était blessé. Colorado, là. Ils ont Cale Makar, Nathan McKinnon, avec les deux. Makar a 22 points, 18 pour McKinnon, 17 pour Landeskog, 17 pour Rantanen. Puis le seul qui a plus de points qu'eux autres, c'est Kucherov. C'est là que je te parle de l'équilibre. Cette année, ce que je vois à Tampa Bay, c'est que Corey Perry a fait la différence dans un match. Kucherov a juste un point de plus. Un point de plus que Makar. Puis l'autre différence, Colorado n'a pas gagné beaucoup de matchs serrés. Ils ont scoré beaucoup de buts pour gagner leur match. La différence, c'est que Tampa Bay des matchs de 1-0 puis de 2-1, quand tu as un gardien comme Vasilevski, tu vas les gagner. Est-ce que Colorado est rendu au niveau de gagner ces matchs-là 2-1 sans gardien numéro 1 établi? Parce que pour moi, les deux, c'est pas deux numéro 1. Tu sais, Quemper, c'est un numéro 1 top 20, top 25. Francouz, c'est un excellent numéro 2, mais c'est pas un numéro 1 tout court. C'est là qui va être la différence pour moi. Là. Vasilevski, quand il sort les yeux de même à travers son masque, là, puis il est dans sa zone, là, comme on a vu le dernier match contre les Rangers, là, tu le vois tout de suite quand il tombe dans sa zone. Ce gars-là, il est quasi imbattable. On voit sa fiche pour éliminer les autres équipes. Là, 991 d'efficacité, c'est phénoménal. Tu ne crois pas que le gardien de but va avoir un impact important dans cette série-là pour prédire en 5 ou en 6 pour le Colorado? C'est la raison pour laquelle je lui donne une chance. À cause d'un but. Donc, pas avec l'équipe qu'il y en avant. Le Colorado, ils n'ont pas scoré de but. Ils n'ont pas encore joué en finale de leur carrière. Il n'y a personne qui m'a scoré de but dans une grosse game importante. À Colorado, leurs meilleurs joueurs, c'est des gros joueurs qui jouent des grosses minutes. Les Landeskog, les McKinnon, les Rantanen, c'est des gros bonhommes qui jouent de grosses minutes. Puis ces gars-là sont difficiles à arrêter sur une série. Là, tu as un autre gars, là, un gars comme Lekanen, qui connaît d'excellentes séries aussi. C'est des gars qui sont difficiles à arrêter. Puis ils semblent en mission, ça, il n'y a pas de doute. Là. C'est des gars en mission, mais c'est des gars qui sont tellement talentueux aussi. OK? C'est des gars comme Stamkos, ça commence à prendre de l'âge un peu. OK? C'est des excellents joueurs de hockey, mais ça commence à prendre de l'âge. Les autres que je te parle là, sont dans leur prime présentement. Pour moi, ça va être là la différence. Puis aussi, l'aspect Makar. Ils ont Victor Edmonds sur le bord, un excellent défenseur, mais il n'a pas connu de grosses séries. Non, il n'a pas connu de grosses séries présentement. OK? Jusqu'ici. Donc, s'il est blessé ou s'il y a de quoi qui l'agace présentement, il va trouver la série très longue contre les gros bonhommes qu'il doit arrêter, là, des gros bonhommes offensifs qui sont difficiles à arrêter. Donc, d'après moi, là, je pense que le nombre de matchs qu'ils ont joué dans les 2 dernières années, l'âge des joueurs, ils ont le gardien de but, mais je pense que c'est les aspects que je viens de te nommer. Je pense que c'est là que la grosse différence va être pour moi dans cette série-là. Je peux complètement me tromper, mais je me trompe 90% du temps. On se trompe tous 90% du temps, à peu près, je te dirais. C'est vraiment des... Je suis bien bon à analyser, mais je ne suis pas bon avec mes choix. Oui, moi non plus. Vraiment pas. On n'est pas une référence. On ne manquera pas. J'ai l'air convaincant. La référence... Bet99.com, non, ça, on ne marquera jamais ça, je peux vous garantir. On donne vraiment ça, mais Vasilevski,
Moi, je pense que ça va se jouer dans les 2 premiers matchs. Si, tout dépendant de qui de Kemper ou de Francis va être devant le net, 1 ou 2 softies là, tu vas jouer dans la tête des 2 gardiens. Si tu réussis à jouer dans la tête des 2 gardiens de Colorado, moi, je pense que Colorado ne va pas être la même équipe devant ces gardiens-là. Contre Edmonton, c'est une équipe qui ouvrait beaucoup le jeu. Puis Colorado en a profité. Là. Colorado ont rentré dans le top. Ils ont dit, vous voulez ouvrir le jeu? Watch out. C'est ça que ça a donné. Tu as vu la dernière game que Edmonton avait l'air en plein contrôle, le match 4. Puis pouf! En l'espace de 4-5 minutes, c'était rendu déjà 4-4. Puis tu as vu la différence parce que le jeu est ouvert. Ça, Colorado adore ça. Mais contre une équipe qui est capable de jouer défensive comme Tampa Bay, qui a gagné déjà 2 coupes en jouant ce style-là. Rappelez-vous l'année passée contre le Canadien, match numéro 5. 1-0. Là. C'est des games de 1-0 de même. J'ai hâte de voir comment Colorado va tirer son épingle du jeu. Si on la matière. Le Canadien n'avait pas l'offensive sur Colorado. Non. Mais c'est même pas proche. Là. On va se dire. Disons que je ne m'attends pas de voir de blanchissage dans cette série-là, d'un côté comme de l'autre. Je serais pas surpris que Vasi s'en pète un, mais. Bah, je devrais dire. Sinon, Colorado, je vais être abasourdi. Si c'est la 4e victoire, c'est pour la 4e victoire du Lightning, ça serait difficile de gager contre Vasilevski. Ouais, qui est vraiment. Lors des matchs décisifs, là, ce gars-là. Je pense que l'ère de Price est terminée. C'est l'ère de Vasilevski qui a pris son envol. Là. Juste comme. Ouais. Parce que Price, pour moi, était le meilleur gardien de son ère, de ces années qu'il a joué là, pendant 10 ans. Je crois que les prochaines 10 années, c'est déjà commencé. C'est Vasilevski all the way. J'enlève rien à Shesterkin, là, mais le poise que Vasilevski a devant son net, sa concentration, sa capacité de suivre la rondelle. Je trippe encore ses gardiens de but. Je ne changerai pas. Je ne peux pas changer demain matin. J'adore ça, moi. Puis ce que j'ai trouvé. Ben lui, son point fort, c'est que c'est un athlète. Il est très athlétique. Ouais. Il fait des arrêts, pas par son. Price, c'est un gars qui contrôle les rebonds, qui est bon dans son positionnement. C'est un gars qui est calme. Tandis que il a des gros jambes. Vasilevski, c'est un gars qui se déplace très rapidement. Donc, c'est ça. C'est son point de vue athlétique qui est spectaculaire. Ouais, un peu comme Marc-André, dans le style de Marc-André Fleury, mais une coche au-dessus. Okay? Ouais. C'est des gars qui ne contrôlent pas nécessairement bien leur retour, mais c'est des gars qui sont en assez bonne position, mais qui vont donner des retours qui vont les mettre dans le trouble, mais sont tellement athlétiques qu'ils vont faire le 2e arrêt. Donc, ça les rend tellement spectaculaires. Okay? Un gars comme Price, rarement, s'il fait un arrêt spectaculaire, c'est parce que le défenseur, sur un 2 contre 1, coupera pas à passe ou de quoi de même, tu comprends? Ouais. Puis dans l'Ouest cette année, il n'y a pas eu de performance extraordinaire de gardien de but. Là. Pour moi, la meilleure dans l'Ouest a été Ottinger avec les Stars de Dallas, qui a été magistral. En série, oui. Ouais, moi sérieusement, je l'ai déjà dit au dernier show, mais je suis tombé en amour avec ce gardien-là. Là. Je voyais Carey Price à 21 ans. J'étais comme abasourdi devant sa perte. Je l'avais vu gauler cette année avec les Stars. Là. Mais tu sais, un gardien, en saison, ton niveau de concentration, pas le même. J'ai toujours dit que c'est en série que tu vois quand le gardien, son niveau de concentration step up. Mais lui, c'était hors norme. Déplacement, sortait de son filet, positionnement de papillon parfait, pognait l'épaule, revenait dans son net. Il y avait un poise qui me faisait énorme. Puis son idole, c'est Carey Price. Là. Puis je la regardais, puis j'étais comme, Christ, c'est une copie de Carey Price, Steve, il a 15 ans. Tu sais, pour moi, c'était la meilleure performance dans l'Ouest. Mais là, on parle d'une équipe qui s'est fait sortir en 6 en première ronde. Là. Là. Moi, je regarde je reviens là-dessus, là, mais on regarde à Caden Primo, puis ça me rappelle Price dans ce style-là. Point de vue calme, point de vue position. Oui, il n'y a pas la même technique, mais pas du tout Carey Price, mais il y a le calme de Carey Price. Puis je suis encore persuadé aujourd'hui que c'est à cause des séjours qu'il a fait avec Carey Price qu'aujourd'hui, le même entraîneur des gardiens. Ouais. Que je le vois devant son filet, puis il donne un but. Il a donné un but. Il est rentré, c'est pas grave. Je le vois jamais fâché, cogner son bâton ou à regarder ses défenseurs ou des fois il la regarde puis il est comme ah maudit, tu sais, à dévisse-toi, tu sais, être dedans, c'est pas grave. Il revient le chiffre d'après, il arrête la puck. Puis c'est à des décisions que j'ai vu prendre dans les derniers matchs de Primo là, les bancs sont loin, pas capable de faire un changement, la rondelle vient à lui doucement au lieu de la pousser à son défenseur, la gèle. C'est tous des petits gestes, des petits moves, des petits gestes qui fait bon, là tu peux faire ton changement. C'est tous des gestes que je trouve qu'il prend en maturité. Je pense qu'il prend un step-up. J'ai hâte de voir. Je pense pas qu'il va devenir un Vasilevski, là. Mais j'ai hâte de voir. Là. Je pense que l'avenir s'annonce beau à Montréal. Hein? On n'a pas peur de le cacher. Là.
on va en reparler encore du premier choix, JD. On va prendre un petit 5-10 minutes, mettons. On va finir ça en moins quart. On va essayer d'en prendre rien que 10. Avant le show, on en a parlé, moi pis toi, hors d'onde. Tu vois plus Shane Wright. Ben, pas que tu vois plus. C'est pas vrai. Que tu sens que plus les semaines avancent, plus que tu crois que la décision du Canadien pour le premier choix est pas aussi unanime qu'elle pouvait l'être. Qu'elle pouvait l'être il y a une couple de mois. Là. Tu vois un Slavkowski rentrer dans l'eau, mais tu m'as parlé aussi d'un Logan Cooley. Je veux que tu nous expliques un peu ton analogie derrière toute cette réflexion-là. Je crois que ce qui arrive, c'est que je n'ai pas regardé les espoirs comme certains l'ont fait. Par contre, je suis un grand croyant que de regarder des vidéos, parce que ça fait quand même 50-55 ans que je suis le hockey de près. J'ai été un fan de hockey. J'ai joué toutes les positions au hockey, incluant dans les buts. Quand j'ai fini de jouer junior, j'ai joué dans les buts pendant une vingtaine d'années, 20-25 ans. Donc, j'ai joué toutes les positions. J'ai arbitré au hockey. J'ai coaché au hockey jusqu'au niveau rep, là, ou intercité, comme on dit au Québec dans le temps. Là. J'ai été directeur d'un programme de hockey mineur. J'ai commencé un programme féminin de hockey, puis j'ai aidé à créer une ligue de hockey pour BC Hockey dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. Ça me fait pas de moi un expert. Ce que ça fait, c'est que j'ai touché à peu près tout dans le monde du hockey. J'ai jamais été un scout, mais ce que je peux te dire, c'est de regarder. J'ai fait des évaluations en passant. Tu regardes sur vidéo, tu ne vois pas tout. Tu ne vois pas ce que le gars fait sur son back-check parce que la vidéo suit la rondelle. OK? Donc, tu ne peux pas voir. Si tu suis un joueur, si tu es sur place et tu commences à regarder un joueur, tu regardes ce qu'il fait quand il n'y a pas la rondelle aussi. Si tu regardes un gardien de but, par exemple, tu ne regardes pas. Tu sais, la caméra va te montrer ce qu'il y a à ligne bleue, mettons, si la rondelle est à ligne bleue. Ouais. Mais ils ne montreront pas ce que le gardien fait pour regarder. Pour regarder à travers le trafic ou des choses comme ça, comment il se déplace, il est nerveux. Les joueurs d'avant, les joueurs de défense, lorsqu'ils arrivent au banc, comment ils réagissent. Il y a bien des choses que tu manques. Tu vas en voir pas mal, mais tu vas en manquer beaucoup aussi. Donc, ce que j'ai fait, moi, sur mon site, cheeringlogo.ca, j'ai pris les 15 des plus populaires, dont Marco, OK? Montreal Hockey Now. Mm-hmm. Donc, j'ai pris des 15 des plus populaires, puis j'ai mis le top 5 là-dedans. OK? Presque tout le monde a Shane Wright là-dessus. Mais si tu lis leur analyse, la plupart d'entre eux autres, là, je parle de probablement 75-80%, vont te dire que la marge entre le numéro 1, numéro 2 et même numéro 3 est très mince. Donc, ils prennent Shane Wright, donc c'est presque unanime pour Shane Wright, mais ils vont tous te dire que la marge de manœuvre entre les deux, la marge de talent entre les deux ou les trois est très mince. Donc, c'est ça que je retiens, moi. Puis plus ça va, plus que tu vois de gens, on parle de Mathias Brunet, là, que ça fait un petit bout de temps qu'il en parle, là, il aime bien Slavkowski. On parle de McCagg aussi, Craig McCagg, qui est un ancien dépisteur de le Canadien, qui lui, il a l'air à détester Wright. Ouais. Je le comprends pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Ce que je dis, c'est que j'essaie d'avoir l'esprit ouvert, puis j'essaie pas d'avoir raison à tout prix ici. OK? J'essaie pas de dire c'est Wright, puis c'est un joueur de concession. Non, c'est pas un joueur de concession. Tu n'auras pas un McDavid, là, ici. Peu importe qui tu prends. C'est ça. Tu ne passeras pas sur McDavid. OK? On s'entend? Donc, ça va dépendre de ce que tu veux. Il y en a plusieurs qui vont donner comme raisonnement, oui, mais moi, j'aime mieux un joueur de centre, ils sont plus difficiles à trouver. C'est très légitime comme argument, OK? Je donne ça, je suis très d'accord. Par contre, j'en ai lu, puis je me suis pas obstiné, mais j'ai jasé avec des gens les 2 derniers jours sur les réseaux sociaux qui me disent que parce que son coach, le coach à Wright, a dit qu'il était pour être un joueur du Hall of Fame, qu'il était pour être au Temple de la renommée un jour de la Ligue nationale, que c'est pour ça qu'on devrait le prendre. Bien là, écoute, là, moi, je vais dire que Slavkowski va battre des records. Je vais dire que Romanov va gagner le Norris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut rien dire. C'est facile à dire des choses comme ça. Ouais. Le gars essaye de vendre son joueur.
c'est correct. Mais prenez pas ça pour du cash, là. La marge de mandat, moi, je vais être content, peu importe qui le Canadien va prendre. S'ils prennent un des trois, là, je vais être content parce que je me dis qu'ils vont avoir leur raison. On voulait un changement, pas moi, là, mais il y en a plusieurs qui voulaient un changement au point de vue management, qui voulaient un nouveau directeur gérant, qui voulaient un nouveau directeur du recrutage. Bien, on a là. Pourquoi vous ne leur faites pas confiance, peu importe qui ils choisissent? Parce qu'il y en a une maudite gang. Si les Canadiens ne prennent pas Shane Wright au Centre Bell, je te garantis, la madame là, qui était choquée là, quand ils ont pris Kotkaniemi, tu vas en avoir à peu près 20 000 dans les estrades qui vont être de même s'ils ne choisissent pas Shane Wright. Puis je trouve ça dommage parce qu'il faut donner la chance à ces gars-là de prouver, donne-leur de la corde, puis regarde ce qu'ils vont faire avec. Ils peuvent se pendre avec, mais ils peuvent faire des bonnes choses aussi. Donc, peu importe qui qu'ils prennent, vu que la marge est si mince entre ces trois-là, go for it. Ouais. Moi, j'ai encore le point d'interrogation sur Logan Cooley parce qu'il est 5 pieds 10. Puis on a déjà Suzuki, je pense qu'il est graded top 6. Là. Même s'il y en a qui croient que c'est un potentiel troisième centre. Hein, JD? Mais je comprends l'hésitation entre Slafkowski et l'ailier. Parfait pour Suzuki et Caulfield. Mais je suis encore une fois, puis je reste stick-up sur ce que j'ai entendu de Martin Saint-Louis. C'est ce que j'ai entendu sur le genre de joueur qu'il voulait, le genre de joueur qu'il aimait travailler avec. Il a parlé tellement du QI hockey des joueurs. Il a tellement mentionné ça souvent dans ses conférences de presse, des joueurs de hockey. Puis de savoir que la faiblesse de Slafkowski, c'est justement son QI hockey. Si il n'a pas appris ça encore à 18 ans, je ne dis pas qu'il ne l'apprendra jamais. Juste que ça ne sera sûrement jamais un grand spécialiste de la défensive. Ovechkin n'avait pas un grand QI hockey son année de repêchage. Et je ne compare pas Ovechkin et Slafkowski. Mêlez-vous pas, là. Je fais juste dire que le QI hockey ne fait pas la carrière d'un joueur. Il n'y a pas de doute. Mais Ovechkin, ça y a pris du temps. Plusieurs joueurs juniors. Ouais, c'est ça. Juniors qui n'ont pas ça. Puis ce que je vois de Shane Wright, je suis persuadé que c'est Louis en bave présentement. Un capitaine depuis 4 ans partout qui a passé. Un leader dans ses équipes. L'effet qu'il a été le capitaine d'une équipe qui avait 7 recrues cette saison dans la OHL. L'effet qu'il a une bonne tête sur ses épaules, que le gars veut apprendre. Puis que Saint-Louis sait qu'il y a un énorme QI hockey qui va pouvoir travailler dans sa tête pour le placer comme il veut. Je crois toujours aujourd'hui, en cette date, que le premier overall, le Canadien va annoncer Shane Wright. Pour cette raison-là et pour la deuxième raison que je crois, c'est que les Canadiens n'ont pas de centre top 6 dans son développement présentement. Il n'y en a pas. Il y en a peut-être qui vont le devenir. Peut-être que Wright va être un officiel top 6. Quel niveau? Peut-être un gars de 55, 60, 65 points. Peut-être un gars de 70 à 80, un peu comme Marco le voit. Mais tu as un Suzuki qui va être là en arrière. S'il fait 70-80 les deux, tu as un excellent duo. Là. Puis de bâtir par ta ligne de centre, tes défenseurs, qu'on sait que notre défensive côté prospect est assez solide, on ne va pas se le cacher. Je suis encore aujourd'hui persuadé que Shane Wright est unanime dans la tête de Kent Hughes et des recruteurs. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. Comme on a parlé tantôt au début, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne va pas nous pousser un trade pour un centre 2 semaines avant le draft, 1 semaine avant le draft, 3 jours avant le draft? Le Canadien va chercher un jeune centre. Exemple, Chitil avec les Rangers. Exemple. C'est un exemple comme ça. Là. Je ne veux pas donner de nom. Chitil a 22 ans. Tu vas chercher un centre comme ça, je pense que là, la question va se poser, là, de se dire, vont-tu vraiment prendre Shane Wright après avoir été chez Chitil? Tu sais, si le Canadien fait un trade pour un centre, puis là, si le Canadien fait un trade pour un ailier, ça va comme confirmer que c'est Shane Wright qui s'en vient. J'ai hâte de voir Kent Hughes a vraiment des gros dossiers qui s'en viennent. Là. J'aimerais partager ce que je t'ai dit avant d'entrer en onde. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est j'aimerais ça voir Kent Hughes faire quelque chose comme Brian Burke avait fait alors qu'il était avec les Canucks de Vancouver pour obtenir les frères Sedin. Il avait réussi à faire des échanges, plus qu'un échange, pour avoir le choix numéro 2 et numéro 3, on se souvient. Puis il avait repêché Daniel et Henrik Sedin. Pour moi, j'aimerais ça voir ça. Mais il y avait déjà le 2, si je ne me trompe pas. Hein? Il avait été chercher il y avait-tu le 3 puis il était cherché le 2 ou il y avait le 2 puis il était cherché le 3? Je pense qu'il y avait le 5 puis il est allé chercher les 2. Il y avait le 5, il a été chercher le 4, si je ne me trompe pas. Il a été chercher 4 et 5. Il a pris back-to-back, si je ne me trompe pas. Non, il les a repêchés 2 et 3. Il y avait le 5, puis je pense qu'il a réussi à monter en échangeant des joueurs puis des choix. Okay. Mais en tout cas, peu importe comment il l'a fait, là, je ne me souviens pas exactement des détails, mais ultimement, c'est ça qu'il a fait. J'aimerais ça voir de quoi de semblable parce que si tu perds Shane Wright,
mais tu gagnes un gars comme Slafkowski puis Cooley. Est-ce que l'équipe est meilleure, ultimement? D'après moi, oui, que juste d'avoir Wright. Tu comprends? Donc, en ce qui me concerne, j'aimerais ça voir quelque chose comme ça, utiliser parce qu'on parle de Gorton, on parle de Hughes, qui sont des gars qui pensent en dehors de la boîte, là, think outside the box, des gars qui ne sont pas nécessairement... regarde, ils ont engagé... Gorton a engagé un GM. Je lis le trade, là. Je lis le trade, justement, quand tu parles. Ouais. Il avait échangé le leader de l'équipe, qui est Trevor Linden. Oui. Ensuite, à manœuvrer de main de maître ses choix en banque, en se débarrassant de Brian McCabe pour obtenir le deuxième et le troisième choix. Il y avait le cinquième. La légende Sedin venait de naître avec le deuxième et le troisième choix au repêchage dans cette transaction-là. Ouais. Trevor Linden, qui était un des meilleurs centres de la Ligue nationale de hockey à ce moment-là dans la Ligue. Ben non, il avait des bons. Baissé. C'est un leader. C'est un bon centre. Ouais. Puis McCabe, qui est aux alentours, disons que c'est comparable à Jeff Petrie. Ouais. OK? Ouais. Fait que, tu sais, ce que je dis, c'est que j'aimerais ça voir de quoi de même. Comme ça, tu trouves un centre en coulée, tu trouves un gros allié marqueur de but. C'est deux trades, dans le fond. C'est sûr que tu ramasses Slafkowski et Cooley. Moi, ton idée, je l'adore. Écoute, vu que la marche n'est pas si grosse avec Wright, si tu en as deux, donc tu es meilleur en ce qui me concerne. Moi, il n'y a pas de doute. Si tu veux rebondir... Si la marche, là, je ne parle pas de McDavid puis les deux autres après, là, mais je parle de Wright, Slafkowski puis Cooley qui sont assez égales. Là. C'est ça que tout le monde semble penser, là, excepté les partisans qui sont bornés là, sur Wright, là, qui pensent qu'il va être un joueur de concession. Mais la plupart de ceux là, qui font les choix repêchage, qui font leur liste comme ça, là, des 15 que j'ai nommés, qu'on a nommés dans notre article, d'après moi, là, ils disent ou presque toutes que la marche n'est pas haute entre ces trois-là. Si tu as le numéro 2 et le numéro 3, tu es en avance d'avoir juste le numéro 1. Selon moi, donc, oui. Avec ce draft-là, oui. Si tu as Connor Bedard l'année prochaine, je te dirais, va pas là. Je pense que tu n'irais même pas là toi-même. Tu dirais, mais non. Non, absolument. Le 2-3 ne vaut pas le Connor Bedard. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais de l'avoir, comme tu dis que c'est proche, tu sais, peut-être que Wright va être meilleur. Son QI là, est très haut aussi, le Cooley. Oui. C'est une de ses forces. Oui, c'est pour ça, tu sais. Je comprendrais le move, mais annonce-le avant de monter sur le step-up, sur le stage à Montréal. Parce que tu vois, si tu arrives là et tu ne repêches pas le premier, puis que ça prend genre 5-6 minutes avant que tu annonces que tu as été chez le 2 puis le 3, tu vas avoir des huées pendant 5-6 minutes. Là, c'est officiel. Là. Fait que, tu sais, puis les Devils, on sait qu'ils sont ouverts à échanger leurs deux. Donc, si les Devils échangent leurs deux à une autre équipe, il y a peut-être de quoi qui peut se dealer, mais je suis encore dans le principe de j'imagine mal. Kent Hughes allait changer le premier choix overall. Ce qu'il faudrait qu'il arrive, c'est que le premier, il faudrait qu'il soit échangé en Arizona. OK? Pour que l'Arizona jump de 3 à 1. Puis, travailler avec le contrat de chez Weber, travailler avec on parle de Jonathan Drouin. Si tu fais ce move-là, c'est sûr que tu perds le 26, c'est sûr que tu perds le 33, puis peut-être un autre de 2 ou début de 3. Là. C'est clair que tu en perds. Mais comme on dit, on en a 14. Tu vas en perdre le 2 puis le 3. Mais tu as le 2 puis le 3. C'est ça qui est. Puis tu as déjà, depuis 2018, le Canadien a repêché quelque chose comme 45 joueurs. Tu sais, parce que. Puis tu en as des bons jeunes qui s'en viennent. C'est comme me dire. Tu as le choix de Shane Wright ou Cooley puis Slafkowski. Je serais stupide de dire que je ne prends pas Cooley et Slafkowski. J'en prends deux. Il y en a qui vont dire qu'ils prennent Wright. Bah non, ouais, t'en as vu. Il y en a qui vont dire ça. Les fans, absolument. Je te garantis qu'il y a des partisans qui vont dire ça. Ouais, mais là, c'est à cause qu'avec Cooley, tu as un centre. Peu importe s'il vient un deuxième, tu t'en fous, tu as Suzuki. Fait que même si tu as deux centres du même calibre, c'est pas grave. Là. Pas besoin d'avoir deux centres de concession. Là. Si tu es bien anti défensivement, un bon gardien de but, puis tu as des bons alliés, tes deux centres-là vont être d'impact. Je crois que Wright va être meilleur que Cooley, mais pas à la marge de Slafkowski, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Là, puis le choix 26 là, qui me sort. On aurait pu prendre un Québécois, mais on l'a échangé. Je dirais, hey, là, fuck it, là, on a Slafkowski, on a Cooley en même temps. Je sais pas, là, tu sais. Mais il faut que ça soit annoncé avant. Il faut qu'avant que les partisans rentrent dans le Centre Bell, parce que les billets sont déjà en vente puis ça se vend, il faut que ça soit annoncé que les Canadiens vont avoir le 2 puis le 3. Les fans vont être excités de ça. Je suis persuadé que les fans seraient excités. Je peux pas croire qu'une majorité serait contre ce mouvement de personnel-là. Là. Tu sais, là. Mais Mathieu qui dit, puis si Slafkowski sont premiers,
ben t'as right puis coulé. Ah ouais, c'est pas grave, même si t'en as deux. Si t'as trop de centres, là, tu vas avoir des valeurs énormes pour ces joueurs-là rendus à leur apogée. Un centre peut jouer à l'aile. C'est difficile pour un ailier de jouer au centre. Oui, en effet. J'ai hâte de voir. Une dernière question qu'il y a eu sur le chat tantôt, Macho qui a posé juste comme ça, Ken Goulet, MVP des séries dans WHL, on en a parlé au début. Vous en pensez quoi? À Montréal est dominant dès 2022-23, donc dès la saison prochaine. Tu y vas dans quelle optique? On sait qu'il va sûrement faire, parce qu'on va rappeler au monde que le championnat du monde junior est en août cette année. Là. L'année passée, vous rappelez-vous que le tournoi avait comme cessé dans le milieu de ses activités. Cette année, c'est en août. Donc, on s'attend de le voir en août. Il n'y aura pas beaucoup de break. Son calcul qui va à Coupe Mémorial, puis après ça, il va aller jouer au championnat du monde junior. Le break, il n'aura rien. Il ne souffrira pas bien. Tu vois quoi pour Goulet pour la saison 2022-23 à Montréal, plus à Laval? Comment tu vois ça? Ce que j'espère, c'est que... Je suis sur mute, non? OK. Ce que j'espère, c'est qu'il n'ira pas au championnat junior. OK? Il va avoir besoin, parce qu'il va à Coupe Mémorial, j'espère qu'il n'ira pas au championnat junior aussi. Ça fait du hockey en maudit, ça. Donc, pour ce qui est de la saison prochaine, je m'attends à le voir commencer à Montréal. Il est trop bon pour ne pas commencer à Montréal. Mais comme Kent Hughes l'a mentionné, je pense que les défenseurs vont faire la navette entre Laval et Montréal. Ceux qui n'ont pas à passer par le balotage, surtout, donc les Barron, les Harris, les Goulet, c'est quoi l'autre que je pourrais prononcer son nom, là? Arbor Zeja ou... lui, il a plein de lettres dans son nom, là. Ouais. Mais en tout cas, ces gars-là, je dis comment c'est ça. C'est la XHEKAJ. Je me rappelle déjà plus comment on mentionne. Fait que ces gars-là, je m'attends à ce qu'ils fassent la navette. OK? Donc, tu vas en avoir 2-3 qui vont être à Laval, 2-3 qui vont venir à Montréal, puis ils vont faire une rotation. Je pense que c'est Checkage. GKage. Hey, man. Man, j'ai de la misère avec les Russes, là, mais lui, il a un peu trop de voyelles dans son nom. Ça me fait capoter. Ça me fait vraiment halluciner. On va juste rappeler aussi eux autres qui s'en vont dans le match numéro 7 et que Michak joue avec lui, justement, à Arbor Checkage. Je vais l'appeler de même en attendant là, de bien trouver la prononciation de son nom. Là. Je vais essayer de le trouver comme il faut. Un coup, on va savoir. Lorsqu'on va faire le Canadien, on va l'apprendre. L'année passée, on l'a vu. On en avait parlé aussi au show. Tu avais fait un article aussi, je pense, sur lui. Je ne me trompe pas. Non, c'était sur Schunemann que tu avais fait un. Ouais. Mais lui, on l'avait vu au camp. Il m'avait impressionné l'année passée. Donc, j'ai bien hâte de voir. En tout cas, l'entre-saison risque d'être très intéressant. Les prédictions, allez donner votre prédiction sur le Pops Board. Donc, allez sur Twitter. Je vais vous partager le Twitter de Mike. Je vais vous le mettre sur le chat. Allez voir les prédictions pour le board. Pops, il prend tout ça. Il marque tous les noms avec vos prédictions. Pendant que tu fais ça, pendant que tu écris ça, est-ce que j'aimerais juste toucher sur un sujet? Vas-y. Il y en a plusieurs là, qui ont. Ça a commencé à Edmonton. Puis, ça s'est transféré rapidement à Montréal. Josh Anderson, apparemment, il y en a une gang à Edmonton qui aimerait ça le voir. Puis là, il parlait d'échanger Jesse Puljujarvi pour lui. No. Faites pas ça. Non. Moi, je regarde les Oilers beaucoup les 2 dernières années. Tu parles de QI hockey. Il n'y en a pas. Ils partagent un QI hockey avec Zach Kassian, ce gars-là. C'est pas trop intelligent. Il a du talent, beaucoup de talent. Mais il a marqué 14 buts, puis il a passé à peu près 75% de son temps sur le trio de McDavid cette année. Ouais, puis il a marqué 14 buts. Anderson a marqué 19, puis il a joué avec n'importe qui. Des passes transversales en zone défensive. Tu apprends à ne pas faire ça à 16 ans au hockey. En tête en défensive, tu ne fais jamais de passe transversale, puis on l'a vu faire ça avec les Oilers 2 ou 3 fois. Je voyais le coach en arrêt du banc, il devait se dire... Il me l'a ramené au banc tout après. Je me disais, lui, il ne rejouera pas un chiffre en un bout, puis il est un bon bout sur le banc. Là. Frank Saravalli, qui est un des très bons NHL Insiders, il est basé aux États-Unis, ce gars-là, mais il a travaillé aussi avec CBC et Sportsnet. Il y a Anderson au numéro 24 pour les trade targets, les cibles d'échange.
Ça ne veut pas dire que le Canadien il essaye de l'échanger. C'est des cibles d'échange, des gérants généraux qui sont intéressés à ces gars-là. Il y a Anderson au numéro 24. J'ai posé la question à Pierre Lebrun sur Twitter. Puis j'ai demandé, Pierre, j'ai dit, qu'est-ce que ça prendrait pour échanger, pour que le Canadien considère même échanger Josh Anderson, parce qu'on sait que c'est un joueur important dans cette équipe-là. C'est un leader dans cette jeune équipe-là. Il dit, ça prendrait de quoi de vraiment, vraiment impressionnant. Il dit, le Canadien a refusé des offres sérieuses pour Anderson avant la date limite du 21 mars. Donc, il y a eu des offres très sérieuses qui ont été faites pour Anderson, puis le Canadien a dit non. Il dit, ce que je pense, là, c'est que Kent Hughes nomme jamais Anderson dans ses discussions avec les autres directeurs gérants, mais eux autres l'approchent au sujet d'Anderson. Ce qui est normal. Puis, le Canadien ne planifie pas l'échanger, mais il ne dit jamais, jamais. Never say never. Non. En voulant dire, tu ne sais jamais s'il y en a un qui va arriver qui va vouloir surpayer au point que, écoute. Quand le téléphone sonne, il faut que tu réponds. Sa job, c'est de répondre au téléphone. C'est ça. Puis un jour, il va peut-être répondre au téléphone, il va raccrocher, il va regarder ses gars, il va dire, hey man, il m'offre telle affaire. Les gars vont dire, ce qui est intéressant de Lebrun, là, c'est le fait qu'il dit qu'ils ont reçu plusieurs offres sérieuses. Puis le Canadien n'a pas mordu. Puis c'est peut-être des offres qu'aujourd'hui, que si on les saurait, on se dirait, mais pourquoi qu'il ne l'a pas fait? C'est ça. On le dirait donc, peut-être. Ils tiennent à Anderson, ils savent à quel point que. Tu sais, on parle là, qu'il n'y a plus de goon dans la Ligue nationale, il n'y a plus ça faut que tu sois capable de patiner puis tout ça. On parle des gars comme Tom Wilson, on parle des gars qui peuvent patiner puis se battre. Là. Anderson, c'en est un. Ils sont rares, il y en a tellement pas beaucoup. Puis moi, quand j'ai joué Josh Anderson, je parle. Quand j'entends Alex Galchenyuk qu'on s'est trompé, je me dis, mais vous ne réalisez pas qu'Alex Galchenyuk a rapporté Josh Anderson? Il y a du monde dans les étapes qui ont suivi l'arrivée de Josh Anderson qui ont raté leur coup quelque part. Tu sais, là, c'est comme Max Domi qui était rendu à Caroline, qui n'a rien fait au Colorado ou rien fait d'extraordinaire. Tu sais, Alex Galchenyuk nous a amené Domi nous a amené Josh Anderson. Moi, je t'ai refait le draft là, puis tu me dis que tu prends un Josh Anderson que je vois aujourd'hui au 3e choix au total, j'achète. Je le prendrais 3e au total, à voir ce qui est devenu, même si c'est un choix de 3e ronde. C'est un choix de 2e, 3e ronde, me semble, 60e, 2e ronde. Si je ne me trompe pas. Là. Josh Anderson, 2e, je pense. 2e ronde. Donc, j'ai hâte de voir. Oui, il y en a beaucoup. Nomme-moi 5 joueurs comme lui avant de dire que tu veux l'échanger. Ouais, Anderson, pour moi, je ne toucherais pas. Anderson avec les blessures, j'espère qu'il ne finira pas comme Shaw. Tu ne peux pas comparer Anderson et Shaw, ma chouille. Premièrement, Anderson, il n'y a pas d'antécédent de commotion cérébrale. C'est des blessures. Shaw, il est 5 pieds 11. Puis Anderson, il joue gros, puis il n'a pas été blessé tant que ça. Là. Tom Wilson, il manque toujours 5-10 games par année, à peu près. C'est ce genre de gros bonhommes qui jouent tellement physique, tellement intense, qui vont manquer 5-10 matchs par année. C'est le genre de gars-là avec l'intensité que des fois, il y a de quoi qui débarque, une blessure à une jambe, quand même. Je le vois pas plus fragile qu'il l'était avant. En fin de carrière, il va le sentir. OK? Il va s'en ressentir. Ouais. Mais son contrat ne l'emmène pas en fin de carrière. Non. Donc, je vois aucun problème avec son contrat présentement. Si tu me dis que Lekonen vaut 5,5 millions dans 2 ans, puis là, tu as Anderson déjà à 5,5, moi, je prends Anderson avant Lekonen, personnellement, là, dans le style de joueur qu'il est. Si tu as besoin de Lekonen, prends Lekonen défensivement, puis tout. J'ai toujours dit que défensivement, ce gars-là, c'était un top 5 dans la ligue. Là. Son acharnement sur la rondelle en échec avant. Avec les Canadiens, j'arrêtais pas de le vanter, même si tout le monde disait changez ça, donnez-le contre un choix de 3e ronde. Puis on comprend aujourd'hui pourquoi Colorado a payé si cher pour avoir un gars comme Lekonen. Tu vois son importance en série. Yannick, je te pose une question. Oui, vas-y. Je te mets sur le spot parce que tu n'en attends pas, on n'a pas parlé. Pas en tout. Nomme-moi un jeune que tu aimerais voir le Canadien échanger, aller chercher. Si tu avais à me nommer un jeune qui est disponible sur le marché des échanges ou qui pourrait être disponible au bon prix sur le marché des échanges, parmi les équipes de la Ligue nationale, il y en a plusieurs, là, puis je vais t'en nommer quelques-uns. Nomme-moi un couple, là, parce que là... Oui, c'est ça. Vitaly Kravtsov, c'en est un qu'on a parlé. Ilya Samsonov, c'en est un autre. Maxime Comtois, c'en est un autre qui pourrait être disponible. T'en as quelques-uns, là, des jeunes joueurs qui pourraient changer d'équipe.
Je viens de fermer cette fenêtre-là, mais on parle de Alex DeBrincat aussi, apparemment, sera disponible. C'est qui le jeune au Minnesota que je t'ai nommé avant qu'on entre en onde aussi? Fiala. OK, ça en est un autre jeune qui apparemment serait disponible. Si tu avais un jeune là, que tu pouvais aller chercher, est-ce que tu pourrais me nommer quelqu'un? Ben, Kravtsov vient de signer. Chose de... Kravtsov, il vient de signer. Moi, un gars que j'ai bien adoré avec les Rangers, là, c'est Chytil. C'est un centre. Ça reste un centre. Là. Si tu veux ramasser Slavkovski, moi, Chytil, ce serait un de mes objectifs. Là. Il va te coûter peut-être cher, mais c'est peut-être le genre de joueur que pour un Josh Anderson, tu te dis, tu en reconstruire. C'est le genre d'offre que je me dirais, ouf, OK. Là. Genre, jeune centre de 22 ans, déjà fort ses face-off. Je sais pas, là, je dis ça comme ça. Là. Kravtsov vient de signer avec les Rangers. Ça a arrêté il vient de signer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas échangé. Non, exactement. Mais Kravtsov, ça serait une cible parce que Shake Gorton a comme un lien avec lui. C'est lui qui l'a repêché. Un gros ailier, gros bonhomme. C'est un gros bonhomme, c'est ça. C'est pour ça que je suis un peu moins enthousiaste avec des gars comme Fiala ou DeBrincat qui en score 35-40, là, on va se dire. Là. Mais c'est un Caulfield. 40 plus, c'est ça, mais c'est un Caulfield. C'est comme... Ouais. Puis on n'aura pas les centres, même avec Shane Wright et Suzuki, assez imposants pour en avoir deux de petite stature de 5 pieds 9, de 5 pieds 7, je ne me trompe pas. Puis tu as Caulfield à 5 pieds 7 aussi. D'avoir deux, je trouve ça trop. Là. Pour moi, Kravtsov, c'en est un que j'essaierais d'obtenir. OK? J'ai parlé d'Ilya Samsonov plutôt comme police d'assurance pour Carey Price. Moi, je pense encore qu'il peut devenir un bon numéro 1. Mais il y en a une couple de défenseurs que je veux nommer aussi. Ethan Bear, apparemment, qui a été un healthy scratch là, avec la Caroline. OK. Moi, je l'ai vu jouer avec les Oilers. Ce serait une bonne police d'assurance, ça. Un défenseur droitier, OK, qui a le potentiel de devenir un top 4. OK. Tu as aussi un jeune du nom de John Marino qui revient souvent dans les nouvelles à Pittsburgh. Ça, c'est un gars, c'est un droitier aussi, un défenseur droitier. Il nous faut un droitier. Ça, il n'y a pas de doute. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut un droitier. Baron, ces deux-là, puis on parle aussi de Neil Pionk qui pourrait être disponible. OK. Mais lui, d'après moi, il coûterait assez cher. Beaucoup plus cher. Mais Marino et Ethan Bear, c'est des guests qui ne coûteront pas trop cher, mais qui peuvent être payants. Puis je pense que des gars Hughes, qui ont encore du potentiel. C'est ça. Puis je pense que Hughes va y aller dans ce niveau-là. Pionk, c'est intéressant. Là. On s'entend que c'est une valeur sûre. Mais je pense qu'il va plus y aller à essayer de faire le trade pour le potentiel. Parce qu'on vise pas l'année prochaine, peut-être l'année d'après, peut-être 2023-2024, le Canadien va réussir à rentrer en série. Tu sais jamais ce qui peut arriver dans une saison de hockey. Là. L'année passée, si tu m'aurais dit que le Canadien aurait fini 31, j'aurais sûrement parti à rire. Là, puis on venait d'aller en finale de la Coupe Stanley, j'aurais jamais cru ça. Mais les circonstances de la saison nous ont amenés vers là. Là. Avec tout ce qui est arrivé, c'est inimaginable. Donc, tu sais jamais ce qui peut arriver dans une saison de hockey. J'ai nommé Comtois, mais j'en ai oublié un aussi. Comtois, là, c'est pourquoi que j'hésite. J'en ai oublié un qui est sur le marché. C'est pourquoi j'hésite pour Comtois. C'est Zadina aussi sur le marché. Philippe Zadina. Ça, c'est un genre de guess que je prendrais. Ça c'est le genre de gars qui peut-être ne te coûterait pas trop cher, mais qui peut avoir un high reward. Tu sais, les low buy, high reward, là. C'est ça qu'on dit? Buy low. Buy low, je l'ai dit à l'envers, là. Mais ça serait le genre de gars. Il dit qu'il voulait remplir la net avec les Canadiens, ben essaye, tu sais pas. Tu as peut-être un jeune que tu peux dealer dans le lot, que tu pourrais l'avoir dans ce niveau-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. T'hésitais sur Comtois, pourquoi? Avec le scandale qu'il y a eu sur Team Canada. Sur Team Canada, Comtois est dans le lot de l'équipe. Je ne dis pas que Comtois est dans le lot des accusés, mais pas du tout. On a vu le roster de l'équipe. On sait qu'il y avait 6-7 joueurs d'impliqués dans cette agression-là qu'il y a eu. On sait qu'il y a une investigation qui présentement va avoir lieu ça va peut-être durer 1 an ou 2. Parce que le monde, moi je crois que ça a été réglé hors cours. Je trouve que c'est une aberration. Là. Moi, je veux savoir c'est qui les gars qui ont fait ça. Puis je veux qu'ils soient bannis de la Ligue nationale de hockey à jamais. Là. On parle pas d'un championnat junior. Là. On parle d'un championnat du monde. Là. On parle de joueurs qui jouaient dans la Ligue nationale de hockey qui ont été là-bas. Là. J'ai de quoi qui me rentre pas dans la tête, mais il faut absolument avoir le fond de cette histoire-là. Pourquoi qu'un règlement était fait hors cours? Puis les joueurs que je voyais là-dedans, il y en a des solides, il y en a des bons.
Puis Comtois, là, ça aurait été mon premier choix sans toute cette histoire-là. Là. J'aurais sûrement nommé Maxime Comtois. C'est un Québécois. Il était capitaine pour Team Canada. Il a tellement bien joué au dernier championnat du monde aussi. Ouais. Il était impressionnant. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est Il n'a un pas gars eu une bonne saison là, à Anaheim. Non, mais Anaheim n'a pas eu une grosse saison à la base, overall, dans leur équipe, là, à part peut-être Zegras, qui a connu une grosse saison là-bas. Mais Comtois, ce serait une de mes cibles, potentiel deuxième trio. Au pire, il va te jouer ça à 3, mais il apporte plein de bonnes choses. Fait que c'est pour ça que ce scandale-là me fait un peu reculer, surtout avec l'effet qu'on a sélectionné Logan Mailloux. On a vu la bombe que ça a faite. Si, mettons, tu vas chez Comtois, le monde va te ouais! Puis dans 2 ans, il sort qu'il était dans le lot des. Eh, boy! On n'est pas sorti du bois, là. On n'est vraiment pas sorti du bois parce que le monde va dire quoi? Ben ouais, Kent Hughes, il savait pas. Ben oui, mon œil, il savait pas. Il devait le savoir, ça fait longtemps, les gars. Tu comprends? Exactement ce qu'on a entendu de Mailloux. Tu comprends? C'est la même histoire va sortir. Puis je pense qu'on peut passer à côté de ça. Là, on a eu assez avec Mailloux. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais toi, ça serait quoi ta cible là-dedans? Tu irais plus défenseur en Bear puis Marino ou en attaquant? C'est qui? C'est Kravtsov, mais vraiment? mon choix numéro un, ce serait Vitaly Kravtsov. Moi, je l'aime, ce gars-là. C'est un ailier de 6 pieds 3, une coupe de 100 livres. Il patine comme le vent. C'est un ailier droit. Il est gaucher, mais c'est un ailier droit. Un peu comme Caulfield est un droitier qui aime... Il a commencé à jouer à l'aile gauche. C'est là qu'il a eu son succès. C'est un gars qui est intelligent aussi. D'après moi, là, tu mets ce gars-là à la droite de Suzuki et Caulfield. Là, et t'as plus besoin de repêcher Slafkovský. Ça serait le fun. Ouais, le débat ça serait est le clos. fun. Hein. Ouais. Parce qu'il est jeune aussi, il a 23 ans. Ouais, donc, tu peux il est prêt à éclore, ce gars-là. Là. Il y a de quoi? Donc, on a assez une banque d'espoir assez profonde. On n'a même pas mentionné les Sean Farrell et tous ces gars-là là, qui ont performé là, dans des bons niveaux. Là. Je crois qu'on a assez une banque d'espoir pour dealer ton 26 avec un jeune pour un Kravtsov, peut-être. Là. En parlant du 26, as-tu vu l'article que Marco a écrit sur Montreal Hockey Now? Il a fait des recherches pour la valeur. Quelle est la valeur du 26? Un peu, je vais te le trouver. Là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un article, moi aussi, en utilisant ces données à lui, en lui donnant crédit, c'est certain. Là. Je vais mettre le lien ici dans le chat pour ceux qui sont sur le chat. Donc, si je peux le faire comme il faut. Puis, ce qu'il dit, c'est qu'il a fait un tableau. OK, qui disait ce que les choix au repêchage, quelle est leur valeur. Puis tu additionnes les choix au repêchage, puis ça te dit environ là, où est-ce que ça t'amène. Donc, si le Canadien changeait le 26, d'après Marco, vaut environ 45 points. Puis le 33, qui vaut à peu près 20 points, ça t'emmène environ, si tu échanges ces deux-là, la question était à savoir quel choix, comment haut qui pourrait monter s'ils échangent avec ces deux-là, le 26 le choix de Calgary, puis leur choix de deuxième ronde, le premier de la deuxième ronde, le 33. Comment haut qui pourrait aller? Puis on dirait que tu peux, d'après ces chiffres-là, tu pourrais aller n'importe où entre 14, 15 ou 16. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir le numéro 2 là, pour le 26, non, c'est loin de là. Donc, tu peux aller là, aux alentours de 15, disons, là, plus ou moins. Moi, je vois toujours ton premier choix, mettons, il est 22, puis tu donnes un 22 puis un 33, tu peux peut-être aller top 12. Je vois toujours 10 choix de plus que ton choix de première ronde à peu près. Là. Le tableau, en tout cas, le tableau est intéressant, OK, parce que ces calculs, puis sur son article, j'ai mis le lien de son article aussi dans mon article pour que vous puissiez aller voir ses calculs, comment il a fait ses calculs, tout ça. Donc, c'est très intéressant ce qu'il a fait là. Puis, ça m'a ouvert les yeux vraiment comment haut que le Canadien pouvait monter s'il échangeait ces deux choix-là. Mais ça vaudrait peut-être la peine. Là. Un top on parle, 15, mettons 14, 15, 16, t'as quand même un joueur qui est solide. Là. Nathan Gaucher pourrait être une cible, un défenseur droitier qui pourrait être intéressante, puis c'est un Québécois. Fait que si tu fais ce deal-là pour aller chercher Nathan Gauthier, qui est classé à peu près dans ce range-là, 13, 14, 15, les partisans ne seraient pas fâchés. Là. Ils ramassent un Québécois, puis en plus, tu as eu le premier, tu n'en reparles pas avant 36, 38, je ne me trompe pas, en deuxième ronde. Fait que 14e, c'est Winnipeg. 15e, c'est Vancouver. 16e, c'est Buffalo, qui appartenait à Vegas.
OK, mais c'est Buffalo qui l'a. 17e, c'est Nashville. Donc, Winnipeg, Vancouver, puis Buffalo en a déjà un d'en haut. Fait que Buffalo serait peut-être une cible de se dire, moi, je vais en chercher 2 plus bas. Je vais te laisser mon 16. Tout dépendant qui est disponible, qui est sa liste des recruteurs, qui va regarder sa liste, qui va faire « Hey man, j'ai lui next. là. T'avais ce top-là tantôt, là, appelle, prends-la. » Regarde, je vais donner un autre aussi. Dallas est 18e. OK? Ils sont intéressés à Jeff Petrie. Si tu mets le 26 puis Petrie pour le 18, c'est des choses qui pourraient être tentantes là, si tu ne gardes pas de salaire de Petrie. Fait que, tu sais, il y a bien des choses que tu peux travailler là-dessus. Là. Être dans les bureaux de Gordon et Hughes présentement, il va y avoir du fun. Il va y avoir du fun avec ses mathématiques. Autant cap salarial, autant signature de contrat, autant avec tout ce qui va se passer avec le Rocket, parce que ça aurait été facile pour Kent Hughes que le Rocket soit déjà éliminé, puis qu'ils peuvent déjà commencer à signer ses gars pour arriver au draft. Mais là, si le Rocket gagne demain et qu'il se rend en finale, il va y avoir 2 semaines assez intenses avant le repêchage pour... même là, ça va être même pas 2 semaines, ça va être un 7-10 jours à peu près avant le repêchage pour se rendre là. Ça va être vraiment... ça va être rock'n'roll comme première année. Disons que son apprentissage va se faire en vitesse accélérée. Macho qui mentionne sur le chat, une dernière question, j'ai dit Anderson contre le 3e choix overall. Est-ce que c'est possible? On en parlait tantôt d'Anderson. Je n'avais pas vu sa question, je m'excuse. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Est-ce que je le ferais? Je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas si je le ferais. Donc, ça nous fait penser comme ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être des possibilités. Est-ce qu'Anderson pourrait être impliqué? On parle aussi du 18e de Dallas. Si le Canadien faisait cet échange-là. Tu as le 18e de Dallas, tu as Anderson. Est-ce que tu pourrais arranger tout ça pour recevoir le 2e puis le 3e d'une façon ou d'une autre? Je ne sais pas. Les droits de Klingberg. Puis ça, je dis rien, moi. Klingberg, d'après moi, ça fait longtemps que j'en parle. C'est le joueur idéal, d'après moi, là, pour remplacer Petrie, sauf que je doute fort qu'il signerait avec le Canadien. Mais avant le trade, pas avec la saison qu'ils ont eue. Ouais. Côté reconstruction, alors qu'il est rendu, il va peut-être passer à l'étape de moi, je veux gagner. Là. C'est ça, je veux gagner maintenant. Lou qui dit mettons def, Yann, que je parlais de Nathan Gaucher, mais tu peux en avoir des similaires à 26 ou 33. T'sais. Rendu là, des joueurs entre mid-first et second round ne sont pas très différents selon moi. Je suis d'accord avec toi et je ne crois pas que la différence est majeure. Mais peut-être que pour les recruteurs, eux autres, ils ont une différence qui est marquante entre autant. Nous, on regarde le joueur de hockey. Eux autres font leur étude à l'extérieur de la glace. Tu as certains joueurs que côté hockey, tu vas dire qu'il n'y a pas grande différence. Mais quand tu regardes la maturité hors glace entre un et l'autre, c'est un monde de différence. Tu dis que c'est à la glace, on a des performances égales, mais tu en as un qui a une éthique de travail qui est over the top, puis tu as l'autre qui est juste correct. Tu comprends? Donc, tu sais que le potentiel de lui qui a une meilleure éthique de travail peut être beaucoup plus élevé que l'autre, même si présentement, côté joueurs de hockey, sont un peu similaires. C'est là que je vais faire confiance à la nouvelle direction, l'équipe de recrutement, puis l'équipe de développement qui vont bien faire leur devoir de ne pas juste se fier à ce qu'on voit sur la glace, mais d'aller plus loin en arrière pour de voir tout ce qui se passe. Toute l'équipe. J'ai hâte de voir. Ça va être un été, on le dit depuis 2-3 mois, mais cet été-là va être hyper intéressant. Avec le championnat du monde au mois d'août en plus, écoute, il va le championnat du monde junior, il va s'en passer des affaires cet été, ça c'est clair. Merci, JD. Merci beaucoup, JD. Très apprécié d'avoir fait ce show-là avec moi pour ce soir, un mardi soir. Les plaisirs de la retraite. Ah ouais, en effet. Toujours un plaisir de t'avoir eu. Non, Pops. C'est tout ce que je veux dire. Non. C'est quoi qu'il a dit? C'est quoi qu'il a dit? J'ai pas vu. Il parle de... il dit mon Dieu. En train de calculer avec Hughes un plan qui pourrait être le sujet de l'éditorial du parrain. Pas me partir avec lui, là. Et partez-moi pas avec lui. Partez-moi pas avec lui. Non, moi, j'ai entendu ses propos, puis j'étais abasourdi. Écoute, assez anglais, que j'ai même pas commenté, puis j'ai rien fait. Ben voyons donc.
peux pas en 2022 dire une Ça se connerie de traduit-tu, même. ça se dit-tu ça en français, une pute à attention? Ah, non, mais j'ai l'impression C'est, qu'il... c'est, c'est une- they call it an attention whore Ah, en il anglais. riff. D'aller dire ça à la radio, je suis persuadé que Il 80 jours cherche qu'il y a eu des l'attention, plaintes et c'est des tout. plaintes et des plaintes. Je suis persuadé, je peux pas croire. Je peux pas croire qu'en 2022, quelqu'un a dit ça. On donne des trophées, Ben voyons donc. Ben voyons donc. Ah, partez-moi pas là-dessus. Ça, puis les coyotes avec leur arena de 5000 personnes, là, partez-moi pas là-dessus. Asti, je déchire mon rideau vert en arrière Hey, de moi. Carrie, reviens-tu? Dieu seul le sait. C'est rien que ça qu'on peut On dire. sait pas. Même lui-même, il ne sait pas. Fait que, tu sais, Mais je pense que Kent Hughes disait qu'il espère avoir des idées avant la période des agents libres. Avant le 13 juillet. Ouais, parce que moi, d'après moi, il va vouloir pousser le maximum. Là. Il va se dire, si c'est pour lâcher, ça lâchera là, mais je vais pousser. Je pense que ça va être ça l'objectif de Price. Il y a eu une injection, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est il y a eu une injection, en tout cas, au genou, là, de quoi de nouveau là, pour essayer de... Ouais, ça a été prouvé que c'est pas tout le monde, ça marche pas à 100%, là, que ça peut reformer les ligaments puis ça peut te rendre les ligaments plus forts qu'ils étaient avant. Mais je pense que c'est une affaire comme 30, 40, 45% des cas que ça marchait. Mais là, on parle d'un athlète qui a poussé toute sa vie. Là. Fait que les risques sont peut-être à... Les potentiels sont peut-être à 20-25%. Pousse comme tu veux. Faut aide. Je pense que Price veut aider le Canadien de Montréal. Je pense vraiment que s'il y a l'option de se dire, gars, je peux pas jouer, fais ce que tu veux avec mon contrat ou whatever, je peux plus jouer au hockey. Parce que si Price ne guérit pas là, il ne joue plus au hockey de sa carrière. Là. Il ne reviendra pas plus dans 1 an, il ne reviendra pas plus dans 2. Tu peux pas manquer 2 ans, d'après moi. Non. Comme gardien, regardez juste Toukaras ou Ben Bishop. Bishop, il a essayé opération à hanche, il est revenu. Il s'est dit non, c'est fini. Puis, Rask a fait la même affaire. Il est revenu en ligne américaine, il a joué une game dans la nationale de hockey, puis il a fait fini. C'est fini, mes hanches, je suis plus capable de suivre. Un moment donné, le corps, il te parle. Puis Price, ben, il a tout donné l'année passée avec ça. Fait qu'on j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ça aussi. J'espère On pour se Ken croise Hughes. les doigts qu'il soit bien. Moi aussi. Qu'il soit bien, point de vue pour son genou, mais qu'il soit bien avec ses décisions, peu importe quelle qu'elle est. Je pense qu'un call quit, ça va y prendre 1 année ou 2 à sortir de ça mentalement. 34 ans de dire j'accroche mes jambières, là. Un gardien qui était à son niveau, là, mentalement, ça ne doit pas être évident. Pas très facile. On va aller jouer au golf avec Shea. Ah ouais, plus à la chasse, je pense, avec Shea. Je pense que c'est plus sur le bord de l'eau qu'ils vont aller. Ouais, la chasse, c'est l'automne. Ils vont se regarder, ils vont dire on est magané. Malgré, ils peuvent aller à la pêche sur le lac Okanagan. Ouais, ça va être intéressant, ça. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On va faire un show après la finale de la Coupe Stanley. Donc, peut-être dans 2 semaines, on va essayer vers la fin du mois. Tu sais, là, le draft, c'est jeudi, le 7-8 dans ce coin-là. Peut-être à la fin, là, le début janvier. Le 7 et le 8, oui. Ouais, peut-être le 7 et le 8. On verra. Au pire, on le 7 et le 8, non. Le draft, c'est le 7 et le 8. Ça, je le dis. Donc, le draft, c'est un jeudi. Le 7, oui. Ouais, le 7 et le 8. Ouais. Normalement, c'est vendredi-samedi. Là, c'est jeudi-vendredi. Ah, intéressant. Oui. On va sûrement essayer de se péter une émission spéciale le jeudi soir, c'est clair. Là. Genre 9h le soir. Tout ça tombe 6h. Moi, 9h, je suis disponible. Ouais, on pourra faire ça, genre milieu de la première ronde. Là, juste faire un show pendant que un coup, le choix du Canadien va être fait. Le monde va avoir le temps de parler. Qu'est-ce que t'en penses, j'ai dit? Je te mets sur le spot de même. On s'en jase. On s'en jase de ça. Ça va être une soirée intéressante. Je vais être en train de pacter mes valises pour le Québec, là, moi, parce que je pars le 19. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai dit, il s'en vient dans notre beau Québec. Pour 2 semaines. Ouais. Ouais, il mouille en esti ici de à Sherbrooke et un voyage à Montréal pour des noces. Pas d'aller pour le draft, mais là, c'est après le draft. Non, malheureusement, c'est plus tard que ça. Ouais. Malheureusement ou heureusement, parce qu'on est occupé avec Cheering the Logo. Là. Ouais, allez suivre ça, cheeringthelogo.ca. Ouais, allez continuer à les suivre, cheeringthelogo.ca. On s'est ouvert une boutique. Ouais, ceux qui veulent acheter du stock, allez-y. Ouais. cheeringthelogo.ca. Achetez-vous du stock de Cheering the Logo et de HSL. Si vous HSL, arrivez avec les deux en même temps, on va peut-être faire tirer de quoi? On va peut-être donner un petit cadeau, je sais pas, un abonnement, de quoi de même. J'en ai des choses que je pourrais donner. Avez-vous compris? Là? Si vous nous arrivez avec de quoi de HSL et
de Cherin Legogo habillé, casquette ou un T-shirt ou 2, un item de chaque. JD a peut-être un prix pour vous autres. Moi, je dis ça de même. Je sais pas c'est quoi. Faudrait que je check ce qui me reste. Parce moi, que je fais juste dire qu'il tu as eu mon meilleur. Ouais, on va te c'est le dire. Tu as gagné mon meilleur. Ouais, puis il est bien enveloppé dans une... Écoute, c'est le chandail que j'ai le plus enveloppé ici. Je pense qu'il y a 3 sacs dedans. Il est mis dans un tiroir, dans un fond. Il ne bouge pas de là parce que je veux le faire encadrer. C'est mon but de le faire encadrer, ce chandail-là. Avec la photo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un chandail de Patrick Roy authentique de 1993, le 75e anniversaire de la Coupe Stanley. Et Patrick Roy était le joueur le plus utile en série. On se souvient, il a gagné de 30 mètres. Ouais. Moi, je m'en souviens. Le joueur, j'oublierai jamais le joueur. Jamais, je pourrais jamais l'oublier. Ça a été le plus grand idole de ma vie. Donc, un énorme merci, JD, d'avoir été avec nous. Un énorme merci à tout le monde sur le chat. Macho et Marc-André qui étaient là, Lou qui était là. On a jasé pas mal. Bonne fête à Benoît. On l'a dit au début sur le chat. Benoît, bonne fête. Encore une fois, je te le souhaite en ondes. Donc, un gros merci, JD, d'avoir été avec moi ce soir. Un excellent show, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Donc, nous, on se revoit dans les alentours du repêchage à peu près. Ça devrait être dans ce moyen-là. On va essayer de vous en donner un petit show d'1 heure après les séries pour ensuite oublier les playoffs puis d'en revenir pour le repêchage 2022. Right, Slafkowski, Cooley. Oh! Qu'est-ce qui va se passer? Quel journaliste va avoir vu juste dans toutes ses prédictions? Moi, je mets un petit 2 sur Marco. Marco, là, ça fait 2 ans, là, il est ça à la coche en esti. Côté draft, là, côté hors de repêchage, l'année passée, je pense qu'il y a eu 10 en 11, un 11 premiers choix. Puis cette année, en plus, il a pu les interviewer. Je sais pas. Peut-être que cette année, il va savoir planter mes rêves. On ne sait pas. C'est ça la magie du scouting. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On espère juste que le Canadien soit sa coche. Oui, c'est le principal, ça. Un gros merci d'avoir été avec nous. Nous, on se revoit dans 2 semaines après ça. On vous souhaite une excellente finale de la Coupe Stanley qui commence demain soir. Et n'oubliez pas aussi le match numéro 7 du Rocket. Pas contre Rochester, mais contre Springfield. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ce nom-là, parce que les Simpsons, ils existent. Ils jouent là, il paraît qu'ils sont là. Ils jouent là. Ouais. Non! Donc, nous, on se revoit d'ici à peu près 2 semaines. On vous souhaite une excellente fin de soirée à tout le monde. Attention à vous autres. Ciao!